Désormais, suivez tous nos programmes où que vous soyez, partout dans le monde, grâce à TVT Live. TVT Live est accessible sur Play Store. Je te promets. Hello, bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, c'était trop froid. Généralement, c'est pas si froid. Bonjour, vous allez bien? Merci. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Est-ce qu'il faut encore que je dise que je vais bien même? Pour que les gens sachent. Ça se voit, ça se sent. Aujourd'hui, mes compagnons, ils vont tous bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai les manettes. C'est moi qui pilote ma tête aujourd'hui. C'est pour ça que le début. Je suis le chef de la bande aujourd'hui. C'est pour ça que le début était un peu calme. Bon, en même temps, je ne compte pas toujours sur moi. Je ne compte pas toujours sur moi. Vous pensez ou bien vous en êtes sûr? Que je suis le chef de la bande aujourd'hui. Oui. Bon, je sais pas, on verra. L'avenir nous dira, comme dirait mon grand-père. Personnel. Allez les amis, comment vous allez? Éléonore, toujours au nord, elle ne perd jamais le nord. Avec, le cap. Avec le sourire légendaire. Et comment? Elle est au nord déjà. Oui, Yam, je vais bien. on ne s'est pas passé le mot. Hein. On dirait que lui et moi, on avait doté une fille ce matin. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un, il y a une cérémonie en vue là. C'est peut-être pour lui qu'on a. C'est peut-être à lui qu'on peut. Il n'y a rien de cela. C'est peut-être que lui a choisi de nous lier ce matin. Non, c'est pas que vous allez doter quelqu'un. Vous allez vous unir ce matin. Unissez-vous. Mais moi, c'est mieux de saluer les gars. Le goût vestimentaire. Même Dieu était lié à moi. Je sais pas si ça va faire bonjour aussi. Unissez-vous. J'ai dit goût vestimentaire. Il faut prendre des risques dans la vie. Des risques où on sait que après on se fera épingler, on prend pas ces risques. Donc Dieu a choisi de nous unir ce matin. Dieu a choisi de nous unir vestimentairement parlant, si ça se dit. Non, c'est pas ce que je veux dire au premier abord. La vérité, c'est au premier abord que ça s'affirme. Dieu a choisi de nous unir. On va rester unis jusqu'à 10 heures. On s'est n'était pas unis avant, c'était pas fameux pour toi. Maintenant, on va s'unir. Dans le grand giron de... ok, il y a trop de gros mots sur ma tête. De unir, de passer. Il n'est même pas fidèle à sa pensée. Tu vois, tu as le trop. En général, on vient au précis, donc... Vous savez, c'est l'instinct de suivi. Ça, c'est clair. L'instinct de suivi. Non, pardon. Je lui en voulais pas. Est-ce que vous feriez la même chose? Amédou le mien domine. On a un invité. C'est ça. Il est en direct, il ne faut pas l'appeler, il est en direct. C'est une fille qui a mis ici. Donc tu es. C'est ça qui va doter là. Elle est en train de lui dire ça. Elle réclame. Elle se dit, ben tiens, le salaud. Le salaud, il va draguer en direct. Je suis à la maison de la taille. D'accord, on a compris. Nos vies, Amédou le mien domine. On va saluer. Mais vous avez réservé le meilleur pour la fin. Donc Daniel. D'accord, comment tu vas? Je vais bien, tranquille. Ça fait longtemps qu'on m'a plus appelé comme ça. D'accord? Ouais. Son âme, le tonton qui m'appelait comme ça. Voilà. Alors, bonjour monsieur Do, Kofi Ador, vous allez bien? Oui. Un gros plaisir de vous avoir. Alors, c'est le monsieur dont je vous avais parlé, il a promis m'offrir la lune. Il a dit, pour toi, j'offrirai la lune. Arrêtez ça. Il a dit, pour toi, à toi, j'offrirai la lune. Et voici, il m'offre la lune. Il faut d'abord que je sache comment ça s'ouvre. C'est comme ça? Ouais. C'est comme ça. Un jour, je vais pouvoir l'ouvrir. Restez seulement. Je vais faire ça à sauver avant 10 heures. Dieu est avec moi.
Non, il m'offre la lune. Merci. Les filles, quand si un garçon te dit je vais t'offrir la lune, il y a la lune. Hein. Faut pas, il va te dribbler ici que c'est par là la lune. La lune. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez dit ça? Que vous allez lui offrir la lune? Il a dit qu'il va m'offrir la lune. Vous vous reconnaissez dans ce propos-là? C'est possible. C'est possible? Hey, Grand frère, bonjour. Voici la lune. Et prenez-moi le support, le socle, s'il vous plaît. On peut voir. Malika, bonjour, c'est la réaliseuse du jour. On va voir. Alors, voici la lune. On ne peut pas voir plus clair, mais bon. C'est pas trop plus grave. Moi, je vois pour vous. Elle a des impacts d'astéroïdes. Quand je fus géologue, j'étudiais ça. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui la journée, non? C'est le 30 juin. Jusqu'à célèbre journée pour astéroïdes même. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année, il faut que les mois un jour. C'est bien. Je comprends. Nous-mêmes, on n'a qu'à chercher la journée internationale de l'Ibala. Je crois la journée des médias. Oh, la journée de la radio, des médias, c'est ça. Chacun veut sa chose. Okay. Il y a la journée de l'environnement. Astéroïde, il fait partie de l'environnement. Il y a la journée de machin, mais astéroïde a voulu avoir son jour. Tout le monde a qu'à avoir son jour. Moi-même, je vais avoir mon jour dans ce pays-là. Alors là, le 30 juin, journée, c'est international, non? Super, voilà. Mondial de l'astéroïde. Ça, c'est pas l'astéroïde, ça, c'est la Lune. La Lune qu'on m'a offerte. Alors, c'est là, votre langue là même. Alors, on va en parler ce matin. Vraiment, il me fatigue. On va en parler ce matin avec M. Do Kofi Ador. Vous êtes ingénieur géologue, comme ce que je fus autant avant. Et puis vous êtes astronome amateur. Bon, géologue et astronome, ça n'a pas grand-chose à voir. Tout le monde peut être astronome amateur. Oui. On n'a pas besoin d'être géologue avant. Non, pas forcément. Mais ça donne des armes, puisqu'on connaît la géologie, les pierres, ou bien. Oui. Je dis astronome amateur, vous faites quoi? Je dis que c'est quoi cette passion? Bon, si on dit astronome amateur, en fait, c'est quelqu'un qui étudie le mouvement des astres. C'est-à-dire, traditionnellement, on va faire ça se fait depuis l'Antiquité. Donc, c'est celui qui n'a pas fait une formation universitaire pour pouvoir étudier le mouvement de ces astres. Donc, c'est ça qui fait la différence. Ah, la différence. On dit astronome, amateur ou astrophysicien, ce sont des professionnels dans le domaine. Ils sont souvent dans la Lune, là. Bon, ceux qui sont... Ils sont sur Terre aussi un peu. Ceux qui vont dans la Lune... Non, pas tous. Ils sont dans la Lune, c'est-à-dire... Ils voyagent un peu. Ah, ok. C'est des voyageurs terrestres. Ils sont souvent dans la Lune. Ils voyagent dans l'espace. Oh, mon pauvre. Vous n'êtes pas encore parti. Ils sont souvent dans la Lune. Ils voyagent dans leur tête, quoi. Bon, alors, vous êtes quand même le représentant de l'Union internationale au Togo, l'Union astronomique internationale. Il y a une union comme ça? Oui. Donc pour les amateurs et les pros ou bien pour les amateurs seulement? Pour les professionnels. Pour les professionnels? Oui. D'accord. Union astronomique internationale. Bon, tout ça, ça part du fait que vous êtes géologue à la base et puis quand même vous êtes le coordonnateur d'une ONG, SG2D. C'est une association de jeunes géologues et environnementalistes du Togo, la science géologie pour un développement durable. Et donc vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on marque le cours de la journée mondiale ou internationale, vous avez dit mondiale de l'astéroïde. C'est la première fois ou bien c'est au Togo, dans le monde, au Togo c'est la première fois que ça sera marqué. C'est la première fois. Mais c'est célébré depuis? Oui, depuis 2014. Ah ok, depuis 2014 quand même, 6 ans. Et ça devient mondial à partir de 2016. Ok. C'est quel pays qui a voulu se fatiguer comme ça au début? Bon, ça vient d'où? Ce sont les astrophysiciens et les astronomes et des astronautes de Apollo 9 et qui ont choisi faire honneur à ces corps célestes vu leur importance et aussi pour marquer la date du plus grand impact d'astéroïdes connu dans l'histoire de la Terre. Okay. Donc c'était le 30 juin 1908. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la date de 30 juin pour marquer cette date-là. Alors l'astéroïde c'est quoi? Et puis cet impact dont vous parlez, c'est tombé où? C'est pas à Koumé, hein? En Sibérie.
C'est tombé en Sibérie. Oui. Heureusement que c'est en Sibérie, il n'y a pas de grand monde là-bas. Ça n'a pas fait de dégâts? Non, non, bon, il n'y a pas de dégâts humains quand même. C'est une grosse pierre qui est tombée sur le sol. Oui. De la taille de quoi? Oh, ça peut être, bon, en fait, c'est une vingtaine, une trentaine de mètres de diamètre. Ah? Oui. Attends, 20 mètres de diamètre, c'est... Bon, je ne suis pas... Ça peut faire ce studio? Non, je ne sais pas. Moi, les calculer, moi, les mètres carrés, mètres cubes, pardon. Les mètres cubes peut-être, mais les mètres carrés. 30 mètres de diamètre. Oui. Donc c'est tombé de en haut. Oui. Une pierre. Forcément, hein, ça ne peut pas tomber de bas vers le haut. Et ça peut arriver, ça dépend de l'audio dans le sol. La pierre est toujours là. Bon, il y a la trace. Oh, mais là, lui, Parce que, bon, quand il tombe, ça creuse des cratères. Ouais. Donc, qu'on appelle cratère d'impact. Donc, on mesure. Le cratère est là. Oui. Et maintenant, la pierre, Ouais. c'est rentré dans le sol. Bon, au fait, quand l'astéroïde tombe sur la Terre, c'est-à-dire que ça fond. Parce que l'énergie, c'est-à-dire, est vraiment colossale. Donc, des fois, ça fond. Et ça s'effrite un peu avec, c'est-à-dire, ça donne des petits. Mais la place est réservée là où ça tombe. C'est bizarre. Et Mon ça grand-père fait expliquerait ça le autrement. diamètre. Mon grand-père expliquerait ça autrement. Que la terre, Mon grand-père expliquerait ça autrement. Là où c'est passé là, il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche la chose. C'est ça, c'est les boules là, non? C'est les boules là qui sont les astéroïdes. Enfin, c'est pour vous demander qu'est-ce que... C'est un ou bien une astéroïde? On dit Un astéroïde. Une scientifique, on va faire comment? On va dire... Oui, qu'est-ce qu'un astéroïde finalement? En fait, ce sont des corps célestes, comme la planète Terre ou bien Mars. Ce sont des corps célestes de petites dimensions, bon, on dit de petites dimensions relativement aux autres aux planètes, donc qui gravitent autour du Soleil, comme la Terre également. Donc, ils ont leur... Eux-mêmes, ils sont dans l'espace et puis ils volent, ils tournent. Oui, comme la Terre aussi. Ils viennent d'où? C'est quoi ces choses-là? En fait, ce sont des corps qui sont formés. La Terre aussi, c'est un corps céleste. La Terre est dans l'espace, c'est-à-dire la Terre ne se pose sur rien. Donc, c'est également dans l'espace. On est ici comme ça, je Oui, c'est... Si la tête tombe, on fait comment? Ça va tomber où? C'est ça que je demande là. Non, bon, la Terre peut tomber... Bon, je vais partir chez moi avant que ça tombe. À tout moment aussi, ça dépend. Des astéroïdes, par exemple, ils ont leur orbite, ils tournent, comme la Terre tourne autour du Soleil, les astéroïdes aussi tournent autour du Soleil. Mais il est arrivé à un moment où, c'est-à-dire, on parle de déficience gravitaire, où il peut s'échapper à leur orbite. Et ça va tomber. Et là, c'est-à-dire, il tombe. Donc, il peut croiser l'orbite de la Terre. Et c'est là qu'on dit qu'il rentre en collision avec la Terre. Ça cause des dégâts. Oui. C'est ça qui se passe, par exemple, sur la Lune. Bon, en permanence, parce que là-bas, il n'y a pas... Dieu même sait qu'il n'y a pas de... Dieu, il la Terre, la chance, c'est qu'on a l'atmosphère qui protège vraiment la Terre contre les cailloux, les objets. Bon, donc, dès qu'il arrive, ici ne sont pas de grandes dimensions, donc il arrive dans l'atmosphère avec l'effritement des matériaux qui sont dans l'atmosphère, donc ça brûle, ça dit que ça se volatilise et puis c'est fini. Donc, c'est ça qui fait. Sinon, on devait être en permanence en train de recevoir des trucs sur la tête. Donc, alors nous parlons peut-être que des astéroïdes sont en train de se brûler dans la tête, mais c'est l'atmosphère qui nous protège. Oui, il y en a des milliers qui tombent chaque année, plus souvent sur des déserts, comme dans la mer. Ça s'est choisi ces endroits. Dieu est fort, ça s'est choisi ces endroits. Je crois qu'il y en a eu qui, au début du Big Bang, où on a connu donc si tu crois au Big Bang, c'est ça. Avec qui aurait fait disparaître les dinosaures et qui a fait réapparaître la vie humaine. Le Big Bang qui a fait disparaître les dinosaures, c'est la chute d'un astéroïde. Sur la Terre? Oui. C'est l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures? Oui, il y a 65 millions d'années. Donc, qui avait vu ça? À la taille d'un diamètre, on peut dire 1 km à 10 km de diamètre. L'astéroïde? Oui. Non, c'est tombé là où les dinosaures étaient. Oui,
C'est-à-dire, c'est... Bon, chers amis, on est dimanche, il faut ranger les billes pour le moment. C'est comme la discussion là, si tu crois à la création, voilà, tu vas pas... 10 kilomètres, en réalité, on va dire non, c'est pas trop grand, c'est-à-dire, mais l'énergie, c'est-à-dire qui se dégage, ça peut détruire toute la planète. Wow. Ça peut détruire toute la planète. Donc, une fois... Et c'est tombé où? Non, sur la planète, c'est là où, en fait, c'est 65 millions d'années. Il n'y a pas, exemple, des hommes, en fait. Donc, la planète, c'est-à-dire, tous les espèces qui se trouvent sur la Terre n'ont pas de dinosaures, c'est-à-dire que les a engloutis en totalité. Et il n'existe plus. Bah, il n'y avait pas d'homme à l'époque qui... On a fait scientifique. Attends, les scientifiques ont dit ils ont daté, ils ont... Oui. Il faut qu'ils expliquent bien pourquoi les dinosaures ont disparu et où est-ce qu'ils ont été enterrés. Il faut qu'on explique ça comme ça, ou bien... Bon, il y a aussi des traces. Déjà. Il y a aussi des traces de l'astéroïde. De ces choses-là qu'on étudie chaque jour. C'est ça qui fait, c'est-à-dire affirmer ces genres de choses. Et la preuve, c'est que ça continue à tomber. Et il y a des astéroïdes qui sont contrôlés en permanence. NASA, par exemple. Parce qu'ils sont grands, oui, s'ils viennent. On appelle les astéroïdes géocroiseurs. On peut voir, vous avez des images, non? On peut voir les différentes sortes d'astéroïdes là qu'il y a. Et ça ressemble des fois à des petites billes, mais voilà, il ne faut pas t'amuser avec ça, c'est pas billes. C'est des choses comme ça, c'est à 16 allures que ça vient. Oui, oui. Le photographe, il est fort, hein. Bon, si tu es à près de 600 millions de kilomètres, mais ça file. La vitesse, c'est ça qui fait que même s'il n'y a pas de grande dimension, l'impact peut être vraiment fort et causer d'énormes dégâts. Mais lui là, il n'est pas loin de la Terre, ce que je vois. Bon, ce sont des images, ce sont des représentations. Parce que les astéroïdes se situent à environ 600 millions de kilomètres. De chez nous. Oui, 600 millions. Et donc ceux qui sont surveillés par la NASA et compagnie autres là, oui, c'est que selon les calculs, eux, ils sont vraiment de vraies menaces pour la Terre. Oui, c'est-à-dire ils représentent un danger pour la Terre. Et quand bien même ils se situent à environ 10 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire qu'ils peuvent chuter à tout moment. Donc on les contrôle, c'est-à-dire en permanence environ 20 000. Maintenant si ils contrôlent, c'est-à-dire on regarde leur mouvement. Maintenant s'ils décident de tomber, on va faire quoi? Oui, on va envoyer des choses pour les passer. Oui. Il y a la technologie, c'est-à-dire qu'avancée, donc il y a des choses, on peut soit les dévier, c'est-à-dire de la position de la Terre. Oui. Ou soit les écraser, c'est-à-dire pour que ça s'effrite et qu'il ne cause pas trop de danger sur la Terre. Donc quand on va les effriter, c'est des petits cailloux qui vont tomber sur le sol. Oui, des petits et qui peuvent se volatiliser dans la. C'est pour ça qu'il faut souvent mettre le casque. Non, je rigole. Les satellites, de nos jours, des satellites hors d'usage qui sont des corps célestes, qui tombent, ils font des dégâts. Oui. Bon, mais ils servent aussi à l'avancée de la science. Ça va servir, il faut tomber. Bon, on essaie de construire des appareils pour pouvoir nettoyer ces satellites déjà usés et pour qu'ils ne causent plus de dégâts. Bon, ces études sont en train d'être faites. Donc, il n'y a pas à se paniquer quand même. Lorsque ça va arriver, il faut me dire je vais aller au village. Le village, c'est tout ouf. C'est ça, si j'ai dit que je suis toujours terrienne. Je suis métisse. Ça, on le disait depuis. Tu disais non. Je peux rentrer chez moi aussi. Aujourd'hui, tu viens confirmer. C'est quoi vous voulez rentrer là-bas, secret de famille? Ça s'appelle secret de famille. Donc, alors, les astéroïdes, finalement, c'est des pierres. Oui, ce sont des corps rocheux, ils sont composés de roches, de métaux et de glace. C'est les glaces qui fondent là, c'est parce qu'il y a de la glace. Mais il y a le feu, comment le feu et la glace peuvent... Ou il y a ceux qui ont le feu là, c'est pas... Oui, bon, on parle de l'étoile filante par exemple. En fait, ce n'est pas une étoile parce qu'en définition, si on dit étoile, il n'y a rien de comparé. Mais bon, c'est quand ça rentre dans l'atmosphère, c'est-à-dire ça s'échauffe et ça brûle. Donc c'est ça qui fait la traînée de flammes qu'on voit et qui tombe
à chaque instant. Donc il y a beaucoup en fait, de similitudes qu'on appelle les comètes. Il y a des différences, des sortes, si on veut détailler. Il y a les météorites. Oui, c'est ça, c'est comme dit. Il y a les... voilà. Alors, c'est les comètes. En tout cas, il y avait une comète qui avait effrayé la Terre aussi, non? Il y avait une affaire de comète, qu'il y avait une comète. Je ne sais pas trop bien, mais je sais qu'il y aura plus peur jusqu'à ce que la comète va cogner la Terre. Abus de langage, parce que c'est rare que les comètes, c'est-à-dire arrivent à notre niveau, parce qu'ils sont très éloignés. C'est plus grand que les astéroïdes là? Non, ils sont presque de même dimension. Qu'est-ce qui change le nom? Pourquoi il y a comète, astéroïde, météorite, météore? C'est quoi la différence? Ce sont des choses qu'il faut nuancer. En fait, quand on dit comète, elle est composée plus de glace que d'astéroïdes. Donc on peut dire astéroïde, c'est comète endormie, c'est-à-dire dépourvue de glace. Et pour les comètes, les noyaux sont actifs. Mais pour les... Actifs, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ça fonctionne. C'est que c'est vivant? Oui. C'est vivant? Oui. Donc il y a revenant de quelque chose. Ça peut refléter la lumière, par exemple, du soleil. Mais pour les astéroïdes, le noyau est éteint. Qu'est-ce qui reflète alors? Ce sont les métaux, les choses... Oui, non, les vivants, là, comment on les appelle? C'est quoi qui sont les vivants? C'est les comètes qui sont vivantes. Oui. Donc, les astéroïdes, c'est les revenants des comètes. Voilà, oui, on peut le dire comme ça. C'est les degrés des comètes. Donc, quand on dit les météorites, on peut dire quand l'astéroïde arrive sur la Terre, son nom n'est plus astéroïde, mais ça devient météorite. C'est quoi le truc? Ça devient météorite. C'est quand il est un astre, il est astéroïde. Donc, quand il arrive sur la Terre, et il n'a, c'est-à-dire, pas totalement volatilisé, là, on parle de météorite. En fait, météoroïde. Ok. Il y a ça aussi. Météorites, ce sont des corps, c'est-à-dire extraterrestres, c'est-à-dire qui viennent de très loin. Par exemple, un fragment de Mars, par exemple, qui arrive. Un fragment de Mars? Oui. Parce que Mars peut se... Oui. Quand il est frappé par les astéroïdes, ça dit que des fragments peuvent s'éjecter et peuvent venir sur la Terre. Oui, sur la Terre, et même des fragments de la Lune. Mais c'est les petits. Oui. Qui arrivent sur la Terre. Donc c'est eux qu'on appelle, c'est petits qu'on appelle les météorites. Ah, ok. Donc ça peut pas faire de dégâts, ces petits? Non, ça ne fait pas trop de dégâts. Si j'ai les yeux en l'air, j'étais en train de regarder un oiseau, puis ça tombe sur mes yeux. Ça fait dégâts. C'est pas tes yeux, c'est ta tête, c'est pas les yeux seulement. Bon, il y a quelques météorites qu'on a. Ça dit dans en image ou bien quoi? Là-bas, dans la boîte. Dans la boîte. Il y a faut voir la boîte là. Les météorites même. Les métaux même. Non, là-bas c'est télescope. De vrais qui sont tombés. Oui. Qu'on a récolté. Où? Au Togo? Non. Est-ce que vous avez cherché au Togo voir si ça peut tomber, s'il y a des... Oui, envoyez tout ça. Non, c'est dans la poche. Non, vous-même, pas vous dans la poche. Non, ça va venir, vous n'en faites pas. Donc, au Togo, on n'a pas cherché pour voir s'il y en a qui sont tombés. C'est parce qu'il n'y a pas les études. Il n'y a pas les chercheurs. Sinon, forcément, peut-être qu'il y en a. Oui, mais pour les retrouver, oui, c'est ça. Pour les retrouver, c'est presque dans le désert. Parce que tels qu'ils sont un peu, c'est-à-dire petits, donc c'est dans, c'est-à-dire un espace large, dégagé, qu'on peut les chercher. Mais Dieu est grand. Si vous dites que les résidus tombent dans la mer, dans les déserts, ça ne tombe pas souvent là où il y a une forte concentration de population. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est pas régulier. C'est-à-dire que la fréquence, c'est-à-dire... Vous avez acheté les pierres là, météorites authentiques. Nous avons gagné ça. C'est bien d'être amateur de quelque chose. Nous avons gagné. C'est des météorites de la Lune, fragments. On peut toucher? Oui. Je peux ouvrir? Oui. J'ai la Lune en entier, j'ai fragment de Lune. Non, je ne suis pas le camarade de l'enfant ce matin. Respectez-moi un peu. J'ouvre, hein? Oui.
Comment est-ce qu'on nous La boîte est plus grande que l'affaire. L'affaire est où? C'est ici? Ça va être, c'est-à-dire dans ça? mais c'est ça là-bas, parce que c'est petit inframillimétré. Bon, tu peux ouvrir tes yeux, tu le risques. C'est pourquoi c'est cher. Ah bon? Oui, Ça coûte c'est- cher? Oui, oui, parce que c'est rare. Que les gens font quoi avec même épouse? Oui, vous l'avez gagné. Depuis que vous l'avez gagné, ça vous sert à faire quoi? Non, pour nous, c'est pour l'éducation. Ok. Oh, je trouve rien. Non, non, ça peut tomber. Ah, il est très du troisième millénaire. Ça doit pas envoyer C'est ça au quelque Japon. chose de... Pour l'autre, c'est un peu grand. Aïe, Aïe. c'est déjà tombé même. Ah ah. Dis Oh, c'est faux. Il n'y a rien qui est tombé. C'est déjà tombé. Ça a sa place ici. Ici, là. Je vous promets C'est que... tellement minuscule qu'il faut faire attention. Bon, je vais voir si c'est le... Lui, ça a perdu l'astéroïde de quel fragment de lune. Il y a même certificat dedans. Oui, oui, c'est authentique. C'est ça, voilà. Ah ouais, faut pas pleurer, faut pas pleurer. L'autre, c'est un peu grand, bon. Non, mais- Mais comment se Après, on va fait-il que... chercher. Non, c'est très très minuscule. Ah bon? Normalement, je devais le faire. C'est ça, place seulement. On a que tout là, mais... Pardon, Ça, c'est plus C'est- grand. Ouais, ça se fait voir. Oui, ça, c'est plus Ça, grand. là. c'est où? Donc, C'est il y a la pierre noire devant. Ça, c'est ça. Non, mais... Le petit, ça a quelle couleur, ça a quelle forme? Un peu gris, comme ça. C'est Il y a rien qui est tombé ici. Hein. Non, c'est tombé. Parce que c'est ici, j'ai ouvert comme ça. Ça, c'est lequel? Ça, c'est, on peut dire météoroïde. Ok. Lui, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Si ça tombe par terre, ça va être vraiment compliqué. Compliqué. C'est grain de sable. Grain de sable, même, c'est grand. C'est tellement millimétré. C'est ça, c'est seulement là. Tu vois le petit, il y a un petit trou comment là. est-ce Tu que vois, c'est dans ce petit Ils trou que ça arrivent à reste. identifier des trucs aussi millimétrés. Donc ici, ce qu'on fait pour vendre, c'est qu'on taille. Ok. C'est-à-dire on peut prendre par exemple ceci, comme c'est rare, on peut les tailler sur mesure et pour que les gens puissent... Ici, comme c'est un fragment de la Lune, c'est encore plus cher, donc on l'a taillé de façon millimétrée. Ça va être ici, on va trouver. Si tu es ici, là. Moi-même, après, je vais utiliser mes machins de machin. C'est comme pouvoir ça, magique et pour... Non, mais sérieux, quoi. c'est comme ça, et bon, en fait... Mais tu es où? Mais révèle-toi. Mais j'ai pas senti un truc tomber. C'est pas On va grave, chercher, on on va va trouver. Non, c'est bien grave, mais on va chercher. On va trouver. On va voir après. La lune peut avoir encore un petit... Non, mais sérieux. Et donc, pour les amateurs, comme ça, vous les collectionnez, c'est... Vous les avez... Est-ce qu'on leur attribue des pouvoirs, comme dans les films de science-fiction? Moi-même, de la Pouvoir science-fiction. à ces corps. Oui. Bon, en fait, les scientifiques ne parlent pas de pouvoir. Il n'y a pas d'énergie. Pour les scientifiques, tout est naturel. Donc, ils attribuent, bon, c'est la religion qui peut attribuer un pouvoir à ces corps-là. Donc, c'est ça qu'on fait dans l'astrologie. Donc, ça, c'est la religion. Donc, pour les scientifiques, tout est naturel. C'est clair. Donc, Pas de pouvoir. super, super. Alors, une journée comme ça pour les astéroïdes, c'est oui. pourquoi? C'est pour... Oui, pour c'est chasser la pour quoi? sensibiliser et éduquer le monde sur l'importance de ces corps. C'est quoi leur importance alors, en parenthèse? L'importance, par exemple, les ressources, par exemple, je dis qu'elle est composée de métaux, par exemple nickel, fer, donc on envisage même à les exploiter. Aller où? Sur la Lune et puis sur les... Oui, sur les astéroïdes, et puis les exploiter. Parce que ce qui est sur Terre, on n'a pas fini d'exploiter. Donc ils sont toujours curieux. Donc, Ils vont encore aller nous amener des maladies. des trucs. Le plus important, c'est comment protéger la Terre contre leur impact. leur impact. Donc, c'est pour cela qu'on a dédié une journée pour pouvoir sensibiliser le Je touche monde. encore quelque chose ici. Parce que si on dit les corps tombent du ciel, les gens n'y croient pas en tant que tel. Ben, c'est évident, il faut sensibiliser la population pour qu'ils puissent
connaître l'importance des ces choses. Est-ce qu'actuellement il y a un impact sur lequel on travaille, ou alors une menace réelle qui peut incessamment, je sais que vous dites qu'il y a, mais parce que je sais que souvent vous avez des dates, qu'à telle date, ça peut passer quelque part. On ne peut pas fixer une date. Ok. Parce que ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Donc on ne peut pas fixer une date pour dire telle date, telle assurée va tomber. Non, on ne peut pas. Mais on les surveille. Donc, c'est-à-dire au moment où ils sortent, c'est-à-dire de leur champ, donc on les surveille pour voir la vitesse à laquelle ils s'approchent. On calcule tout. Et si on voit que c'est un danger imminent, on ne peut pas fixer une date. Ça peut arriver à tout moment. Donc là, ils cherchent des moyens pour pouvoir les dévier. Si ce n'est pas trop grand, parce que si c'est trop grand, il n'y a pas quelque chose qui peut, soit si on voit qu'on envoie un missile quelque part, on peut sensibiliser les gens pour pouvoir quitter peut-être le lieu. C'est-à-dire il y a des périmètres comme on voit dans les films là. Et tout ça là, donc ce sont des choses qui se font. Comme on voit dans les films. Ah, super. Est-ce que vous êtes nombreux au Togo à être à collectionner les petits pieds et les petits cailloux? C'est juste notre association qui travaille, en fait, c'est une passion. Mais c'est plus des géologues ou bien il y a des profils dedans? C'est plus des géologues. C'est ça, c'est leur chose. C'est plus des géologues. Au Togo, non, pas au Togo, en Afrique. C'est bizarre, hein? On n'a pas de passion comme ça. Il y en a. Non, dans les domaines, parce que là, il a fallu que vous étudiez la géologie, tout ça, pour vous intéresser à la chose. Oui, ça, mais ailleurs, tu vas voir quelqu'un qui est peut-être littéraire, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, mais sa passion, c'est ça, et puis il passe le temps sur son télescope à fouiller, je ne sais pas quoi dans le ciel. Oui, bon, ça va arriver aussi au Togo petit à petit. Par exemple, si on prend l'Afrique du Sud, c'est vraiment développé. C'est vraiment développé. Et ils ont des grands télescopes qui surveillent le ciel à tout temps. Et donc, ils sont très avancés dans ce domaine. Alors, est-ce que votre association a peut-être un centre quelque part où on peut venir aussi regarder dans le télescope, regarder le ciel et puis, oui, nous avons partager votre passion? Oui, nous avons le télescope. Nous le sortons des fois au bord de la route pour montrer la Lune à travers cette télescope. C'est où avec ce télescope-là? C'est où le siège là? Parce qu'il faut que je vienne. Oui, nous sommes à Gossimé. Nous sommes à Gossimé. Vers où? Et bon, là où on vend les chèvres là, à Gossimé. Ok, à côté du marché même. Oui. L'association a son siège là-bas. Sur le pavé? Sur le pavé ou bien? Non, on va pas aller là où on vend. Même c'est à Gossimé même, dans le tournant de la pharmacie de Gossimé. Oui. Okay. Donc là où on vend, il y a en fait. Si vous arrivez là où on va vers la fin, comme si on allait avant de tourner pour aller vers le terrain. C'est ça. Donc c'est à côté là-bas que le chef de l'association se trouve. Et on fait plus la géologie que l'astronomie. Parce que nous sommes des géologues. C'est ça. Donc il y a plus de pierres qu'il faut regarder. Et bon, en fait, géologue ne dit pas pierre, de roche. Qu'il faut regarder. Que de télescopes. Bon, ces télescopes-là, par exemple, c'est pour l'éducation. Ce sont des pièces. Ça, c'est pas encore monté. Donc, c'est pour enseigner comment on monte le télescope aux enfants. Cool. Donc, eux-mêmes, ils peuvent monter. Et ça peut susciter, c'est-à-dire l'intérêt de pouvoir fabriquer un jour des télescopes. Donc c'est pour l'éducation. Donc on a tout ça là, on a gagné aussi une douzaine. Ah, c'est cool. Donc pour pouvoir organiser en fait des ateliers de formation, surtout pour les enseignants, et qui peut commencer et petit à petit à introduire ça dans l'éducation togolaise.
Donc vous faites aussi des écoles pour leur montrer ou comment ça se passe? Oui, en fait, on n'a pas encore commencé dans ce sens. C'est la crise qui en fait a tout arrêté. Sinon, on organise un atelier de formation. Enfin, c'est pas nous qui allons faire la formation, mais ce sont des astronomes, astrophysiciens d'Espagne. Et on est en collaboration avec eux, donc on travaille ensemble. Donc c'est eux qui vont venir pour, c'est-à-dire former les Togolais dans ce sens, parce qu'il n'y a pas d'astronome professionnel au Togo. Il n'y a pas d'astronome professionnel? Non. Alors, ça ne forme pas. Il n'y a pas une formation en astronomie au Togo. Ça n'existe pas. Vous avez des centres ici pour employer les gens et puis on va les former? Il n'y en a pas. C'est quoi? C'est une question. Aujourd'hui, on a plus besoin de... L'astronomie, là, c'est quel axe du PND? On a plus besoin... Non, mais sérieux, on a plus besoin d'agriculteurs, de machins chouettes, etc., de logisticiens, d'informaticiens, de mécaniciens, de machin. Tu veux qu'on forme astronome pour faire quoi? C'est quel axe du PND? C'est là où on fait erreur. Parce que l'astronomie, en réalité, ça couvre tous les domaines. Que ce soit dans l'agriculture, dans l'informatique. Et en fait, c'est en astronomie qu'on voit l'application même, par exemple, de mathématiques, de physique, qu'on nous enseigne. Attendez, astronomie va faire quoi à l'agriculture? C'est quoi l'impact sur notre économie? Astronomie va faire quoi à l'agriculture? Le problème, il y a la géologie pour le développement de l'agriculture. Il y a aussi, comment dirais, les satellites qui contrôlent, c'est-à-dire le sol, qui peut détecter, c'est-à-dire le sol pour savoir si tel sol est adapté à telle culture. Non, on ne va pas faire ça avec les satellites, on va vous envoyer, vous allez mesurer la fertilité des sols. Le problème, si on envoie quelqu'un, le travail ne sera pas, c'est-à-dire de c'est-à-dire un humain ne peut que contrôler, c'est-à-dire des choses, mais on peut utiliser des appareils pour contrôler de grands espaces. Et l'évolution même, c'est-à-dire des cultures, ça peut être contrôlé depuis le ciel. L'astronomie est dans PNB. Non, mais on n'a pas encore écrit axe pour ça. Ça va être peut-être le prochain, après 2022. Mais celui d'aujourd'hui, là, astronomie. Et si on veut se développer côté défense, normalement, l'astronomie est présente. Au niveau de la technologie aussi, c'est-à-dire, c'est toujours présent. Le prochain PND, on va vous après 2022, on va voir. Donc, oui, après 2022, on va voir si. Mais voilà quoi. Parce qu'il faut des formations pratiques qui vont servir aujourd'hui. C'est cet aspect pragmatique des politiques publiques qu'il faut viser. Donc, fonction de ce que le politique décide pour le développement, on doit mettre en adéquation les formations pour ça, que de former des astromachins chouettes qui vont rouler sur Z alors qu'ils doivent être dans la liste, dans l'espace. Non mais sérieux quoi. Ils roulent sur Z, ils vont chanter la chanson de soprano. Oui, roule. Non sérieux. Mais astronome, astronaute. C'est quoi la différence, dites-nous? Oui, bon, un astronome ne va pas dans l'espace. Ouais. L'astronome, c'est le voyageur. Oui. L'astronome, c'est celui qui étudie les navettes spatiales pour aller dans l'espace. Ce sont les astronautes. Donc, l'astronaute, c'est lui qui permet à l'astronaute de voyager. Oui, c'est grâce à leur étude que les astronautes peuvent utiliser pour aller dans l'espace. L'astronaute, c'est ce que les Russes appellent les cosmonautes. Ça dépend. Les espationautes. Les spationautes chez les Français. Les Chinois. Les Japonais disent quoi? Les taïkonautes ou chaque puissance donne le nom qu'il veut. Donc le Togolais peut dire Kouméano, tu vois. Ça dit quelque chose qui doit avoir de litré à l'espace en fait. Parce que combien de temps que ça n'a pas mis à l'espace? Kouméa veut dire c'est moi-même je sais. Comment? L'Afrique Sud a un nom. Ah aussi, le nom. Non, moi, il y avait un qui devait aller dans l'espace qui est mort. Cherchez ça, on a Google à disposition. Astronaute en Afrique du Sud, cherchez comment on l'appelle. Donc c'est cosmonaute chez les Russes, astronaute chez les
américaine. Oui. Oui, ce sont Spationautes chez les Français, japonais quoi. C'est chinois ou bien? En Chine. C'est chinois. C'est taïkonote à Chine. C'est pas taïkonote, mais c'est taïki. Bon, ouais, Mais c'est en Chine. Daishika, Non, mais je rigole. Qu'est-ce qu'il va faire à la fatigue d'achat? Daishikonote. Hein? Le soleil, le solo, toi. Merci. Merci. Est-ce que vous avez le solo? Ouais, moi déjà. Merci. Il ne faut pas vraiment très loin en haut, mais moi, il se lève un peu de la tête. Le solo. Mais maintenant qu'on a trouvé le nom du Togolais qui a envoyé dans l'espace, la très machin, on peut ouvrir filière à l'université pour former les leçons. La Chine, c'est taïkonote. Et l'Afrique du Sud, c'est quoi? Chercher pour l'Afrique du Sud aussi. Voilà. Donc, il faut savoir, il y a une personne, quelqu'un dont on parlait hier qui dit, le français, il faut savoir le parler. Quand on veut parler, on ne peut pas dire, le français, là, le spationaute français là, qui a été récemment, et puis il a fait le buzz comme si personne n'a jamais été sur la Lune. Là. Donc on ne peut pas dire que, tu ne peux pas dire comme l'astronaute Pesquet. Non. Tu veux dire le spationaute parce que lui, c'est français. Voilà. Thomas, parce qu'il n'est pas allé sur la Lune. Non, dans l'espace. Oui, dans la station. Dans la station internationale, non, pas sur la Lune, dans l'espace. C'est les voyageurs de l'espace. À 600 km. Seulement, j'ai ici. C'est 384. Moi, je crois que c'est le seul endroit où les humains collaborent aujourd'hui. Vous avez des Russes, ils sont ensemble dans se battre. Ils n'ont qu'à se battre en rond, on va voir. Les Américains n'avaient plus de moyens pour envoyer, c'est les Russes qui envoyaient avec leur matériel. En fait, ça, c'est pour dire que c'est quand même. C'est-à-dire que c'est l'intérêt général, c'est la cause commune. Si la Terre a un jour une menace, on ne dira pas que ça va frapper la Russie ou bien les États-Unis. Il faudrait que ce qui se passe là-bas, qui se fait là-bas, soit tout d'abord collaboration internationale, mais très bien collaboration. Parce que, je dis une chose, il n'y a pas d'Africains dans ça. Ils vous ont empêché de venir. Il faudrait qu'on aille aussi, parce qu'ils le font pour l'humanité. Je dis, ils vous ont empêché de venir. Normalement, va voir d'où. il faudrait que... Arrêtez-le, il faut que... Mais l'Américain va voir d'où. Les Africains s'organisent d'abord. Il faut avoir un centre, c'est clair. Bon, il faut avoir d'abord un centre africain. Et maintenant... Il n'y a pas frontière. Il faut arrêter les... Excusez-moi. Dans la route de l'histoire. Mais je pense que excuse-moi, mais quelqu'un a empêché les Africains de faire ça. Aller jusqu'à la fin de Le Ghana a déjà des personnes qui font ces études-là, je pense. Hein. Oui, mais là, c'est pas. Il faut que c'est pas ça s'harmonise. C'est pas harmonisé. On trouve moyen d'envoyer un astronaute africain ou des scientifiques africains dans cette station-là pour qu'on arrive à véritablement ce qu'ils font. Je nous refasse l'Amérique. On collabore. L'Amérique. Qu'on sache que l'humanité. L'Amérique. L'Amérique. Les Occidentaux. Et que plus tard qu'on dise. Non. C'est déjà arrêtez. Non, excusez-moi. Non. Ça là dépend de nous. Merci. Ce que je veux dire, qui a empêché Africains d'aller en haut là-bas? J'ai jamais dit qu'on a. Non, vous dites qu'il faut qu'on laisse les Africains. Quelqu'un a attrapé la main de ne pas aller. J'ai dit que l'Union africaine doit. Non, vous avez dit il faut qu'on laisse les Africains aller voir. Personne n'a attrapé les Africains qui vont rester sur terre. Manger, ils veulent aller voir. S'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à venir voir d'où. Ça, c'est vite fait. S'organiser, de s'unir. Ça n'est pas d'habiter. Il peut s'unir et faire de grandes choses. Les gens là ne sont pas meilleurs que nous. Ben oui, c'est juste les moyens et la volonté surtout. C'est ça. Donc, faut pas accuser les autres là. J'ai dit l'Union africaine doit faire le mieux. Je n'avais pas entendu dans tes propos. Vous avez dit il faut qu'ils laissent les Africains. C'est pas encore dans le pain de l'Union africaine. C'est pas encore une priorité africaine. Ça va arriver. On va aller un jour. Ça va arriver. Celui qui devait aller, malheureusement. Le Sud-Africain. Ça prendra du temps, mais ça finira. On n'a pas trop tard pour aller dire oui, on a déjà pris cette partie. Non, le problème, avant que les Africains n'aillent, c'est-à-dire dans l'espace, eux, ils ont déjà quitté l'espace pour aller en haut, plus loin. Ils vont aller plus loin. Parce qu'ils maîtrisent déjà Merci. c'est-à-dire ils laissent maintenant même pour
Les voyageurs, les touristes. Les touristes. Les touristes Donc, eux, ils envisagent maintenant d'aller encore plus loin. C'est quand eux, ils seront quoi, à Dapan, nous on va effleurer à des petits copains et compagnie. Ouais, non, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Ah, des petits copains, on sera à Dobé. Non, non, à des petits copains. On sera quoi, parce que- On sera toujours à Dobé. Bis. C'est bon, l'Amérique, c'est bon. Super. Top. Oui, mais maintenant même, je peux dire Ok, que les choses changent et la mentalité aussi change. Et ils donnent plus d'ouverture à l'Afrique de pouvoir aussi faire de leur mieux. Mais le reste, c'est nous. Est-ce que l'Afrique saisit? C'est Le surtout reste, ça. c'est nous. C'est le problème. Bah, very good. Donc, si ce n'était pas Covid, vous marquerez l'événement comment? Par exemple, comment est-ce que vous La journée du marquez 30. la journée du 30? Oui, normalement, si ce n'est pas Covid, on devait organiser, bon, comme on va le faire par exemple sur notre plateforme Telegram, on va faire des présentations en fait complètes sur le corps céleste, c'est-à-dire présenter au grand public ce que dit l'astéroïde, météoroïde, météorite, tout ça là, la différence, et qu'est-ce qu'ils font dans l'espace, leur rôle, tout ça là, donc on va présenter au grand public avec des images à l'appui, bon, en fait, pour susciter la jeunesse, c'est-à-dire s'intéresser et dans ce domaine passionnant, je vais dire passionnant, très intéressant. Et donc, c'est ce qu'on devait faire, des projections et tout ça là. Mais bon, comme il n'y a pas de regroupement, nous allons le faire juste sur notre plateforme Telegram. Donc, des présentations du 29 à partir de demain jusqu'au 4 juillet. C'est demain le 29 déjà? Oui. Ouais. Youpi, il y a pour un salaire rendu. Donc jusqu'au 4 juillet, donc on va faire toujours des présentations et on fera aussi des débats en fait, avec la jeunesse et puis des jeux concours et sur la Pour plateforme. gagner. Oui, il y aura un télescope à gagner. Voilà, et la plateforme là, c'est quel nom? En fait, pour notre plateforme, on ne donne pas en fait de lien. Mais si on appelle, on vous introduit parce que ce sont des plateformes un peu sécurisées. Ok. Donc, Il faut donner le numéro là. C'est quel numéro? C'est quel si numéro? on nous appelle, bon, il y a 3 numéros. Non, non, pardon, on va donner un numéro. D'accord. Peut-être pas Il y a avec deux. 80. On commence par un d'abord. 93, 93 et le nom. 21, 93, 21. 50, 14. 93, 21, 50, 14. Alors, on recommence. On a parlé d'astéroïdes, etc. Et tout ce que vous savez là, tout ce dont on parlait depuis le début de l'émission. Et le 30, c'est la journée mondiale des astéroïdes. Donc, déjà à partir de demain, l'association de monsieur Adore, ou bien Oui. l'association, c'est son nom que je donne, je vais dire Sciences géologiques pour un développement durable, l'ONG SG2D, marque l'événement en collaboration avec l'Union astronomique internationale Togo, c'est ça? Oui. Dis-moi un peu. Au fait, ce n'est pas seulement l'ONG, c'est-à-dire il y a le comité, en fait au Togo, il y a un comité national de l'Union astronomique internationale. Ah, ok. Donc c'est l'ONG en collaboration avec le comité qui organise la célébration. La célébration. Et donc vous pourrez gagner des télescopes. Alors il y a des gadgets de l'espace que vous pouvez gagner. Oui, oui. Vous allez avoir les pieds sur terre, mais la tête peut-être en l'air. La tête dans l'air. Et puis voilà. Et donc le numéro, comme il y a Covid, il n'y a rien en présentiel, c'est sur la plateforme Instagram. Et il a donné le 93 21 50 14. 93 21 50 14. 93 21 50 14 pour pouvoir voilà, être intégré à la plateforme, pour pouvoir jouer et gagner éventuellement ces la gadgets plateforme, c'est Carrefour des Savoirs. Carrefour des Savoirs. Oui. Ok, Carrefour des Savoirs. Plateforme Telegram. Ok, super. Bah, merci bien d'être passé, monsieur Kofi Ador, mais vous ne partirez pas parce qu'après on prendra quelque chose pour chercher le bout de lune là. Avec le télescope, on ne pourra pas le retrouver facilement. On va chercher le bout de lune, donc vous restez avec nous. Exact. Merci bien. Merci à vous aussi. Et tout de suite, dans le temps. Bref, ok, d'accord. On replay. Tout de suite, dans la suite de votre émission,
On parle politique avec un hommage à Yovi Madje. Il s'appelle Madje Agboibo. Yovi, il est un jeune. Madje Agboibo. Voilà. Dans mémoire. Avec quelqu'un qui a écrit un mémoire sur le sujet. Il a soutenu son mémoire sur le sujet. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh. Ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Et avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Coronavirus ku la do in fana ka tempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngwante sango pui tini funde tengani iyunte kama diala ngatbe du fofo nyanka nyim alo maba mun ka tebeti solution hydroalcoolique amba fi yunte mo diala chi diala ko ke to porte ngai no ko nga anga ko to pui ni ticha to wonte ba se ka de mun to fi fi chi de nga poni anasa ababa na want ayado ado fala na alafa anta ka de chante be saki anabuka ba na abigol unde tapo unde kamo ni nya to ta ni chambo ko bi nte mo fa na boy ni biu aya mu ko ya pa ni aka bigole ni ubo ni nyobu ni baba de la fide to ma ka ja coronavirus. Alors on va dire, je vais dire bonjour, vous allez dire bonjour à maître Sam. Maître Devenez à maître à Mansan. Maître qui nous suit depuis Palimé. Eh maître, vous allez à Palimé? Sans nous. Ah non. Oh. Peut-être que les gens ne savaient pas qu'il était Palimé. Je l'ai vendu à la télé. Bon, ça vous apprendra de me dire vos secrets après. Rappelez-nous de bonnes choses. Surtout, maintenant que tout l'univers sait où vous êtes actuellement. Je l'imagine en train de désolé. Bon, mais n'oubliez pas de ramener de bonnes choses quand même. Ça c'est important, très important. On va dire bonjour à Monsieur Amedji. C'est ça? Oui, c'est ça. Amedji Maoulimi Kofi. Kofi, ouais. Et puis quelqu'un s'assoit et puis il écrit un gros livre, un gros document comme ça. C'est bien, il faut aller à l'école. Ma grand-mère, la mère de mon père s'appelle Amedji. Elle est Amedji. Ah bon? Ouais. Donc c'est un cousin après vous avez fait de la généalogie. Ouais. C'est parce que c'est écrit de la même façon. Oui, mais bien sûr. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'appelle Amouzolanta, compagnie? Non, rien. Inconnu au régiment. Bah déjà, c'est la question posée de savoir si vous connaissez la maison Amedji à Décon. Oh, très bien. Donc c'est la même famille. C'est la maison de ma grand-mère. Une amie de classe en Côte d'Ivoire qui s'appelle Amedji. Allez, tout le monde a qu'à se faire. Même Diana le guitariste. Tout le monde a qu'à se faire. Non, peut-être qu'il connaît mon ami. Hein. La petite histoire de la famille Amedji. Allez, quand on va finir, on va parler d'Agboibo. Allez, on va allez, c'est avec l'histoire de Amedji. C'est un nom. Voilà, c'est la famille.
C'est ça le vraiment l'équilibre ici. Non, en fait, parce que. Après Amélie. Parce qu'en fait. Même mon père me disait des choses sur lui, façon que c'est Amédi, mais qu'on prononçait mal, qui s'est transformé en Amélie. Hein. Ah, donc, comme ça, vous êtes mort l'équilibre Amélie aussi. J'ai eu le même problème, en fait. J'ai eu la même situation quand j'étais au lycée aussi. Mon censeur me confondait toujours avec lui et c'est la même chose. Voilà, mon père me disait ça. Ah bon? Que c'est en réalité Amédi. C'est mal prononciation. Mal prononciation. Si le maman, moi l'équilibre Amélie, le général, là, c'était Amédi aussi. Ah, c'est bien. Même dans l'ouvrage de Maître Abouiba, Combat pour un Togo démocratique, je crois qu'il a écrit Amédi. C'est Amédi, il a écrit. Pour le général? Oui. Ah ben comme quoi? Bonjour. Alors vous avez écrit ce document pour l'obtention de votre maîtrise S, lettres et sciences humaines, spécialité histoire contemporaine. Alors si on fait des études comme ça, c'est pour enseigner après, c'est pour faire quoi? Bon, généralement l'histoire, ça débouche peut-être sur des recherches. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez devenir un spécialiste, des consultants. Et des fois, vous pouvez rentrer aussi dans la communication. Bon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ouvertures qui s'offrent, sauf que malheureusement chez nous, la chute souvent c'est l'enseignement. Parce que la recherche n'est pas vraiment beaucoup financée, c'est ça? Oui, vous pouvez avoir des bourses à l'international quand même. Il y a ça, puisque les recherches, ça coûte énormément. Ça coûte cher. Ça demande beaucoup de disponibilité, tout ça là, donc beaucoup de sacrifices surtout. Donc vous êtes dans l'enseignement maintenant? Oui, on peut dire. Vous allez enseigner la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale aux enfants? Tout ce qui est au programme de l'histoire, on est là pour les enseigner. Super. Et donc, ce document a été soutenu avec quand même en 2010, ça fait 10 ans. En 2010, en août 2010. On va fêter l'anniversaire bientôt, 10 ans de ce document. Ouais. Ah oui. Il était présent, l'intéressé lui-même? Non, pour des raisons de disponibilité, il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais il savait ce qui se passait. Ben, c'est clair. Et vous avez été dirigé par monsieur le professeur Assima Pacha. À l'époque, il était maître de conférence. Maintenant, maintenant, il est professeur. Professeur Assima Pacha qui vous a dirigé. Super. C'est top de faire des documents sur des gens comme ça. Aujourd'hui, ça sert. Hein? Ouais. Ça sert à parler de Maître Yaovi Agboibo, comme vous le dites, qui est un militant des droits de l'homme, un homme politique d'envergure, le papa de la Commission nationale des droits de l'homme, on le dira, et donc on dise, et puis l'histoire nous fait voir qu'il est l'un des, sinon le père de la démocratie au Togo. Hommage à celui qui a été aussi Premier ministre du Togo et a conduit à des élections législatives avec l'accord général en 2007, APG en 2007. Hommage ce matin donc à cet illustre personnage à travers donc, cette rubrique qui a mérité. Oui, alors, mémoire, on apprend il y a de cela quelques mois ou quelques semaines le décès de ce illustre personnalité. Ça fait pas encore quelques mois, quelques jours, hein, même pas quelques semaines. Voilà, quelques semaines. Bon, quelques jours. Le décès de Maître Yaovi Agboibo. Alors cette chronique qui fait mémoire a décidé d'aller vers ce personnage-là pour le connaître mieux, le faire découvrir aux Togolais à travers votre document, Emmanuel Amédié. Et on y va, Emmanuel Amédié, comme Daniel le veut, on y va. Qui est Yaovi Agboibo? Ok, merci. De façon plus simple. Voilà. Ouais, de façon plus simple. Avant de répondre à la question, permettez-moi que je puisse rendre un hommage mérité à l'illustre disparu. Et pour revenir à la question, dire qui est Maître Yaovi Agboibo, je crois que c'est un peu complexe dans la mesure où l'homme est immense. Et c'est une personnalité, les Togolais l'ont connu, mais par rapport à ce qui est écrit dans le mot, ce qu'on en sait, c'est que c'est un natif de Kouvé, ça tout le monde le sait, qui est né un 31 décembre 1943. Donc il est né de l'union de Abodo de Ofior et de Soko Agboibo. Donc son père était chasseur, cultivateur. Et ce que les gens ignorent un peu de son enfance, c'est que c'est un monsieur qui est devenu orphelin très tôt, à 6 mois. 6 mois? 6 mois. Il perd qui? Il perd sa maman. Quand il n'avait que 6 mois, puisque sa maman est décédée en juin 1944.
Lui, il est né en décembre 43 et en juin 44, il est décédé. Et sa maman est décédée. Et il a grandi dans une famille polygame. Puisque son papa avait 6 femmes. Et sa maman était la 5e épouse. Donc, naturellement... Il avait plein d'autres mamans. Il avait plein d'autres mamans. Sauf que l'éducation n'est plus la même quand vous n'avez pas votre maman. C'est clair. D'emblée. Donc, ce qui a fait que, selon ses dires, il a connu une enfance très difficile. C'est sûr. Et je crois que cela a marqué également sa vie future parce que ça l'a rendu plus battant, plus déterminé à réaliser ses objectifs. Donc, il a commencé l'école primaire à Hépé, je crois que c'est le village de sa maman, à 6 km de Couvé, déjà très jeune. Oui. Imaginez un jeune enfant. Il faisait l'aller-retour. L'aller-retour chaque jour. Purée. Tu t'imagines, il va faire matin, midi, après-midi, soir. Voilà. Wow. Mais Dieu merci. C'est pas nos paresseux d'aujourd'hui, là, ils ont vélo, même ils ne veulent pas aller à l'école. Mais Dieu merci, bon, il n'a fait qu'un an là-bas. Alléluia. Et puisque l'année qui a suivi, on a ouvert l'école primaire à Couvé. Okay. Mais malheureusement, ce n'était que les CP. Il y avait le CP1 et le CP2. Donc, il a fait le CP2 à Couvé. Il retourne. Maintenant, quand il monte au cours élémentaire, il rejoint Migran. C'est là où il a fait le cours élémentaire jusqu'à l'obtention du CEP. En 1957. Voilà, en 1957. Donc, il n'y avait pas le cycle secondaire dans la zone. Oui. Il était obligé de rallier Sokodé. Ok. Il faut être décidé à étudier. Il faut vraiment être décidé à étudier. Un grand trait d'union entre le sud et le nord. Oui. Donc, il a rallié Sokodé et où il était inscrit dans la section industrielle. Mais son désir n'était pas de faire carrière dans la section industrielle. Ouais. Ah bon? Oui. Il a fait quelques années là-bas, mais il se plaignait chaque fois. Et il avait trouvé une oreille attentive à la personne d'un de ses professeurs qui est maître Debeuf, qui était un Français, instituteur, qui avait très vite remarqué l'intelligence du gamin, du gamin, et qu'il admirait, et qui était à ses petits soins, qui l'écoutait. Donc c'est ce maître-là qui va jouer le médiateur entre le responsable du collège moderne de Sokodé et la section industrielle. Entre-temps, on le déplace vers la section du secrétariat, mais il n'était pas toujours satisfait. Attends, à l'époque, là, c'est eux qui décident ce que tu vas faire ou bien c'est comment? Oui, bon, au départ, on avait inscrit. Vous savez, nos parents avaient des objectifs pour nous. Ça, c'est clair. C'est clair. À ce jour même, c'est pareil. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que non, on a par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on vit, on a des vocations. On est plus à l'aise ici. Voilà, on a des vocations qui naissent. Donc ça a été, voilà, ça a été son cas. Bon, finalement, il va rejoindre le collège moderne de Sokodé, où il va obtenir son bac. Et tellement brillant, il obtient une bourse d'études qu'il envoie à Dakar. Purée. Gamin de Couvé comme ça, orphelin, galéreux. D'où l'importance c'est ce que j'ai dit au départ, que c'est quelqu'un qui a été marqué par son enfance, qui s'est donné des défis, qui s'est fixé des défis et qui l'a relevé. Parce que d'abord, quand vous venez d'une famille très pauvre, vous savez à quoi vous attendre. C'est clair. Et il faut être déterminé, ça a été son cas. Donc c'est ce qui l'a conduit à Dakar, où il obtient sa licence en 1968. Une licence en droit privé fondamental. Voilà. Il obtient une licence. Donc il a de là, vu les performances, il a reçu une autorisation pour pouvoir faire sa maîtrise en France. Il sera à Orléans. Okay. Il fait sa maîtrise là-bas. Il faut étudier. C'est-à-dire que tout dépend de nous. Et assois-toi, si tu fais étudier seulement, et puis ça va avancer quoi. Il faisait 6 km à pied. Voilà, il est à Orléans. Et puis il est allé à Orléans, en France à l'époque. Donc à Orléans, dès qu'il obtient sa maîtrise en droit, il était obligé de revenir au pays. Pourquoi? C'est simple, parce que son papa était souffrant. Mais aussi, il faut attendre un peu. Il était obligé de revenir, puisque la famille lui a fait appel. Leur enfant qui était à Ivodé. Voilà. Un peu de quand même. Enfant intellectuel. Donc, il revient au pays et c'est là où va commencer sa carrière professionnelle. Alors, sa maman n'avait que lui seul, il était pour sa maman. Oui, il était enfant unique. Enfant unique pour sa maman. Oui.
Mais son père a eu d'autres enfants. Oui. On dit que la maman était 5e femme, donc il avait d'autres enfants avant. Alors, il arrive à Lomé. Oui. Et puis, va s'ouvrir une vie d'avocat. Oui. Et parlez-nous de cette vie-là, la vie d'avocat de Maître Abouyebo. La vie d'avocat de Maître Abouyebo démarre effectivement en octobre 1969. En 69. Où il a prêté serment. J'étais où même voilà. Le jeune avocat. Voilà, il a prêté serment. Même pas encore au programme. Il a prêté serment en tant que secrétaire d'avocat défenseur. Okay. Puisque les dispositifs à l'époque, la réglementation à l'époque, c'était l'étape par laquelle il fallait passer. Donc il a prêté serment en tant que secrétaire d'avocat défenseur. Il y avait les avocats défenseurs, mais il y avait les secrétaires d'avocats défenseurs. Puisque les dispositifs ont été régis par le décret de 1935. Donc, et il a collaboré avec... il a fait son stage auprès de Maître Anani Santos, l'un des célèbres avocats. Ah ouais, du Togo. Le tout premier, avocat togolais, qui l'a d'ailleurs inspiré. Donc il a travaillé avec... il a fait son stage, qu'il finit en 1971. Donc, étant avocat confirmé, il fallait collaborer. Puisque les dispositions à l'époque, quand tu ne peux pas ouvrir ton cabinet, tu es obligé de collaborer avec un avocat confirmé. C'est là où il a rejoint le cabinet de Maître Raymond Vial. Avec qui ils feront le château après, le propriétaire du château Vial après. En 1971, où il a collaboré avec lui jusqu'en 1980. Donc en 1980, malheureusement, Maître Raymond Vial décède. Donc le cabinet lui revient de droit. Selon les dispositifs, puisqu'ils étaient des collaborateurs, donc le cabinet lui revient de droit. Les associés. Et c'est le cabinet qu'il a occupé jusqu'à son décès tout récemment. Pas loin du Faux Jardin là. Voilà. Ok, voilà, ok, super. Cette vie d'avocat, on lui prête ce droit-là du premier bâtonnier du Togo. Est-ce que c'est vrai? Du barreau du Togo? Non, il n'est pas le premier bâtonnier du Togo. Parce que j'ai lu des articles qui parlent de lui, qui disent qu'il est le premier bâtonnier. Est-ce que vraiment c'est lui le premier bâtonnier? Non, Maître Abouyebo n'est pas le premier bâtonnier du Togo, dans la mesure où le barreau a été créé en 1980 par l'ordonnance de 1980. Et il était devenu bâtonnier en 1987. Donc il n'était pas... Mais ce que le barreau lui doit... Et parce qu'aujourd'hui, on a continué les recherches plus ou moins au niveau des avocats. Tous les avocats du Togo que vous allez interroger, ils sont unanimes sur un fait. Maître Abouyebo est le réformateur du barreau togolais. Il a réformé le barreau togolais puisque avant son accession au poste de bâtonnier, c'est vrai, chaque corporation avec ses dérapages, etc. Donc, mais quand lui a pris le barreau, il a introduit des réformes qui ont changé l'image du barreau, qui a rendu le barreau togolais plus moderne. Bon, c'est normal qu'on dise que comme si c'était maintenant, il remet les vraies fondations du barreau togolais. Voilà, je vois. Je comprends. Alors, y a-t-il un trait d'union technologique entre cette vie d'avocat et la vie qu'il a connue au sein de la Commission nationale des droits de l'homme? C'est lui qui a fondé la commission, non? Oui, il était bâtonnier, il était le président de la CNDH. Donc la question des droits de l'homme, l'intrigueur et le bâtonnier, déjà c'est clair. Oui, cela va de soi, parce que quand vous êtes avocat, je crois que ce qui vous intéresse le plus, c'est la liberté des hommes, etc., leurs droits, etc. Donc l'avocat est plus enclin à lutter pour la défense des droits de l'homme. Voilà, donc naturellement, étant un épris de justice, etc., donc il s'est lancé dans cette défense-là, ce qui va l'amener avec certaines démarches à créer, à mettre en place, avec l'accord du président de l'époque, le feu général Yadema, à mettre en place la CNDH, qui sera créée, je crois, en janvier 1987. Alors, il faut dire que par rapport à ça, j'ai écouté le professeur Magloire Kokami cette semaine sur une radio qui disait que c'est vrai que Abouyebo a beaucoup fait dans la création pour le droit de la création de la CNDH, mais que c'était vraiment une démarche collective. Il y avait beaucoup d'autres qui
qui travaillait avec lui, mais pour c'était lui le bâtonnier à l'époque, donc forcément c'est lui qui avec Eyad Deman, c'est lui qui était devant, mais que par exemple Jovi Gali, je crois, avait fait beaucoup également. Oui, c'est clair. Donc voilà. C'est clair, mais c'est au bâtonnier que ça revient toujours. Ça revient, voilà. Tout combat n'est pas mené par une seule personne. C'est clair. Il y a toujours forcément derrière une équipe, mais c'est celui qui est devant, souvent malheureusement ou heureusement, c'est lui qu'on voit. Pour l'indépendance du Togo, pareil, pas de choses. C'était lui la chose. Mais c'est Sylvanus Olympio, c'est de lui seul qu'on parle comme s'il n'y avait pas d'autres. C'est normal. C'est pas comme si on occultait, on refusait d'admettre le travail des autres, mais on reconnaît quand même l'attribut à une personne. Non, la CNDH, c'est... Aujourd'hui, il est connu de lui comme un rôle, ayant joué un rôle important dans l'avènement de la démocratie au Togo. Alors, en 1991, il va rentrer en politique, j'espère, avec la création du Comité d'action pour le renouveau, le CAS, un parti politique. Voilà. Dites-nous, cette vie politique-là, en quoi son entrée en politique a changé les donnes à l'époque? Bon, je ne veux même pas dire qu'il est rentré en politique en 91. Il était en politique bien avant. Puisqu'il était rentré, n'oublions pas, il était rentré au Parlement en 85. Il était devenu député en 85. Ici au Togo. Ici au Togo. De quoi? Député indépendant. En bon? 85, ouais. Donc je crois que c'est de là, on peut même dire que c'est à partir de 85 que démarre sa vie politique. Il n'était pas encore avocat. Hein. Vous dites qu'il était avocat en 87. Oui, il était déjà avocat. En 87, c'est en 87 qu'il devient bâtonnier. Entre 87 qu'il devient bâtonnier, il était avocat déjà, oui. Ah, oui. Et il va même démissionner de l'Assemblée. Oui. La démission, on la connaît. Il va partir de l'Assemblée. Il va partir de l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi que lui ne digérait pas, donc il a préféré rendre le tablier, puis il est parti. Voilà. Ouais. Parce qu'il supposait que c'était une loi liberticide, étant donné que par rapport à ses convictions d'homme de loi, etc. Donc, il pouvait rester protester. Il a quitté l'Assemblée. Il a quitté l'Assemblée. Donc, si je reviens à votre question, en 80, c'est vrai que c'est véritablement le 30 avril 1991 qu'il a créé le CAR. Mais bien avant le CAR, il a eu à diriger des associations, le FAR par exemple. Et c'est la dissolution du FAR qui a donné le CAR. Qui a poussé à créer le CAR. Puisque le FAR était à l'époque une association de mouvements que lui avait dirigé pour pouvoir mener certains combats d'ordre démocratique. C'est là où je disais tout à l'heure que ce n'est pas lui seul qui a mené le combat. C'est clair. Donc, il avait une équipe derrière, mais c'est lui qui était mis devant. Donc il rentre véritablement en politique, comme tu l'as dit, par rapport à la création de son parti politique. En avril 1991, c'est vrai, ça va changer des données. Pourquoi? Parce que quand vous êtes président ou quand vous êtes président d'un parti politique, le combat n'est plus le même. C'est clair. Parce que chaque parti politique, quel est son objectif? C'est d'accéder au pouvoir. Conquérir et exercer le pouvoir. Et étant président, je crois que les grandes lignes de son parti, c'est lui qui devait les dicter, etc. Donc voilà ce qui est un peu changé. Voilà. Et il va à l'époque, excusez-moi, mais à l'époque, est-ce qu'on peut avoir une idée du paysage politique togolais? En 91, il y avait le RPT, oui, il y avait quoi d'autre? En 91, je crois bien avant 91, nous étions toujours presque sur des partis uniques. Mais je crois qu'il y avait bien avant, il y avait la charte des partis politiques qui avait été signée, donc ça a commencé, ça a permis la naissance de certains partis. Donc c'est l'un des premiers partis politiques qui sont nés avec... Oui, l'un des premiers, pas le premier, mais l'un des premiers, parce que je crois qu'avec le phare, tout ça là, il y a eu des regroupements, qui étaient là à l'époque. Il y avait même des regroupements des politiciens togolais qui étaient à l'exil. Oui. Donc je crois que c'est en 91 que Abouba va obtenir l'amnistie générale de ces exilés-là. Je préfère encore préciser. Voilà, il faut qu'on précise. Préciser, c'est une lutte commune. C'est une lutte commune. C'est avec ses pairs, ses collègues. Il y avait Maître de Vigali, comme tu l'as dit tout à l'heure. N'oublions pas, il y avait également le Maître Jean-Yovi Degli. Il y avait au conseil, etc. C'était des avocats. C'est vrai qu'ils ne menaient pas la lutte, il faut le préciser, ils ne menaient pas la lutte au nom de la corporation des avocats. C'était un groupe. C'est bizarrement des avocats, mais c'était pas... Il y avait des convictions qui pensaient que voilà, c'est de telle manière il fallait conduire les choses.
qui, en dehors de leur corporation, menaient des combats. Mais étant donné qu'ils étaient des avocats, cela va de soi qu'on dise que c'est des avocats. Donc à l'époque, le président ne devait pas aimer beaucoup les avocats. Puisque finalement, tous ceux qui se rebellent, tous les opposants à des avocats, paradoxalement, moi j'aurais été lui, je fermais l'école des avocats. Paradoxalement, il arrivait quand même à discuter beaucoup avec Yadema. Bah oui, bon ouais, c'est pas des ennemis, hein. En politique c'est comme ça. Beaucoup de discussions. Non, c'est pas parce que tu dis que comme c'est les avocats qui veulent se rebeller, c'est un nombre de dialogues. Beaucoup de dialogues de conciliation. Des compromis. On va parler de ça méthode à la fin, mais d'abord, après l'amnistie, il va obtenir une charte pour le multipartisme. Excusez-moi, mais vous comprenez dans votre dialogue que vous faites là. Donc l'amnistie, c'est-à-dire qu'il y a des politiciens qui étaient en exil. Maintenant, Jovigali, Agboibo et compagnie, ils ont plaidé leur cause pour que tout le monde rentre sans peine. Oui, puisqu'à l'époque, il y aura la conférence nationale souveraine qui va s'ouvrir. Donc il fallait que tous les fils et filles du pays reviennent pour qu'on puisse dialoguer, faire table rase de tout ce qui s'était passé, etc. Mais avant que ces gens-là ne reviennent, il fallait quand même qu'il y ait une disposition qui puisse les garantir leur sécurité et les protéger. Voilà. Lise, pour faire un peu d'éclaircie, on a parlé ici de Edem Kodjo en tant qu'il est exilé et qui lui aussi va. Voilà, ah oui, Edem Kodjo à l'époque était exilé aussi, donc il est rentré de cette mesure-là pour rentrer pour la conférence nationale. Il faut apprendre l'histoire du Togo aux enfants à l'école. Qui d'autres bénéficier de ça? Beaucoup. Oui, il y avait donné des noms. Moi, je ne savais pas que Edem Kodjo. Jean-Pierre Fabre aussi. Gilles Olympio. À l'époque aussi. Donc ils ont bénéficié de cette mesure. Oui, c'est cette amnistie qui a fait rentrer. Ah, ok. Beaucoup de ces politiciens-là sont rentrés grâce à l'amnistie-là et à la charte de multipartisme qui va permettre à ces exilés qui sont de créer leur parti politique. Donc il y a un foisonnement de partis politiques qui vont participer à la conférence nationale de l'époque. Alors en 93... attendez, donc à ce que je comprenne, parce que moi-même donc le bélier rouge, donc eux ils étaient déjà sur le terrain, bélier noir, oh mais la couleur est rouge, le bélier noir avec son emblème rouge, mais eux ils étaient déjà sur le terrain à préparer la conférence, les préalables de cette conférence avant l'arrivée de le retour au Berka et de tous ces autres là. Voilà. Et il fait partie, c'est l'un des rares opposants du Togo qui n'a jamais été en exil. Il est toujours présent. Et c'est quelqu'un qui a toujours discuté avec le régime en place. Bon, ça lui a valu ce que ça lui a valu. Mais il avait des convictions et pour lui c'était la voie idéale pour pouvoir sortir le pays de cette institution. Et puis par rapport à la lutte démocratique, au-delà du politique, il y a aussi quand même la défense de certaines valeurs. On lui doit la promotion, la reconnaissance du Sorabi. Sorabi, c'est lui qui a dit pourquoi est-ce que d'autres peuvent boire le tout sans peine avant, parce qu'avant il paraît que le Sorabi était interdit. Oui, c'était interdit. Il y avait eu effectivement une loi qui interdisait ça. Mais je crois qu'il a mené cette lutte-là dans le cadre des actions de la CNDH. Oui. Donc c'est dans le cadre des actions de la CNDH, c'est pas en tant qu'avocat. Oui, non, je refuse pas, mais c'est à lui qu'on doit ça. Oui, c'est à lui. Il était le président de la CNDH à l'époque où il a mené ce combat et il a obtenu une satisfaction. Parce que Sorabi quand même, c'est dans le c'est Sorabi. Et il y a des confrères qui ont témoigné, enfin après son décès, beaucoup ont témoigné, disent tu ne peux pas aller chez Maître Yaoui à Boisbo, lui faire une interview et partir sans un bidon de Sorabi. C'est pas possible, il te dira qu'il a un bon dossier à te donner, il te file le forcé. C'est obligatoire. Il a démocratisé. Donc tu veux boire ou pas, il te filera le bidon de Sorabi. Il a démocratisé donc ça parce qu'il se dit, il y a certains qui boivent la boisson. Pourquoi est-ce que ça doit être interdit? Et donc c'est pour ça que le Sorabi porte un peu son nom pour dar des dendons, dit Agboibo, on appelle Sorabi Agboibo. C'est lui qui a démocratisé. Il y en a même qui votaient pour lui juste pour ça. Parce qu'il dépendait de Sorabi. Chacun trouve son compte. Bien sûr.
voter pour lui juste pour ça, parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir accès librement à Sorabi et devenu licite. Voilà. Alors, en 93, beaucoup de candidatures vont être invalidées. Celui de Gilles Christ Olympio aussi sera invalidé. À quoi? À l'élection présidentielle? Oui, à l'élection. Lui-même, il va se retirer du scrutin. Et puis, vient l'année 94 où il va avoir plus de députés à l'Assemblée nationale. Parlez-nous un peu de cette époque-là. Bon, et d'où part finalement sa mésentente éternelle avec les démocrates. Ça fait partie de sa vie politique. Vous savez, la carrière politique a toujours eu des hauts et des bas. Et tu l'as bien dit, nous étions en 91, pardon, en 94. Et la lutte qu'il a eu à mener de 87 jusqu'à 91, les résultats, il pouvait encore tirer profit de ces résultats-là. Donc je crois que c'est ce qui a réagi sur les élections de 94, où à l'Assemblée nationale, il ne manquait que cette coalition-là pour pouvoir renverser le cours de l'histoire du Togo. Et malheureusement, vous savez, chacun avait ses convictions à l'époque, et chacun avait des objectifs, et il y avait des intérêts qui étaient en jeu. Et dans l'ouvrage, dans le mémoire, je crois que je l'ai mentionné, et sa vie politique, il est marqué, selon lui, par des complots et des trahisons. Contre lui, toujours. Oui. Selon lui. On en a, oui, des complots. Je crois que l'épisode que vous évoquez, ça fait partie des trahisons de sa vie politique. Parce qu'à l'époque, il ne comprenait pas qu'avec déjà cet avantage, qu'il ne pouvait pas s'unir pour la cause, entre guillemets, la cause nationale selon lui. Alors que chacun avait ses convictions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je crois que l'histoire en tirera conséquence. C'est cela. Alors, c'est chacun qui voit de son côté. Hein. Ouais, de l'autre côté également, l'autre ne voit pas ça comme une trahison. L'autre aussi pense qu'il a échappé à une trahison en devenir par le monsieur. Donc, tous les deux ont toujours gardé chacun une image de l'autre qui n'est pas élogieuse du tout. Mais c'était un conflit vraiment larvé et ouvert entre eux. Quand Venance Conan a écrit son document, c'est un confrère ivoirien sur les Demkodio. Gbebo n'a jamais voulu être interviewé pour parler de... Jamais. Les deux, ça ne marche pas. Maintenant, vous êtes deux là-bas, gérez-vous. Si vous n'avez pas vous parler, quelqu'un va rester là-bas, quelqu'un va rester ici, quelqu'un va s'amuser. Ils ont à dire. Malheureusement, ils sont partis. Moi, j'en veux à beaucoup de journalistes togolais où on devrait confronter ces deux hommes-là sur un plateau un jour. Est-ce qu'ils auraient voulu? Ils auraient peut-être pas voulu. S'ils n'auraient pas voulu, il fallait dire que eux, les deux, ils acceptent. Peut-être que bien organisé, les mettre en confiance. Je pense que ça aurait été pas mal. Ça aurait été une émission vraiment politique, une émission un peu culturelle où c'est genre une émission libre. Non, pas culturelle, mais dit. Ça peut être également une question de disponibilité d'emploi du temps. Oui, on aurait pu faire ça à cœur ouvert, vous deux là. C'est pas votre problème. Tu ne penches pas à lui, tu ne penches pas à s'y parler. Mais rien ne dit que dans les coulisses, des gens n'aient pas essayé de les rapprocher. Rien ne nous dit. Peut-être qu'ils se sont réconciliés, on ne sait pas. J'ai appris aussi qu'ils étaient en de bons termes avant qui me décède. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je l'ai appris qu'ils s'entendaient très très bien même. De toutes les façons, ils n'étaient pas des ennemis. Ouais. De toute façon, ils n'étaient pas. Ils ne s'aimaient pas. Peut-être qu'ils étaient des adversaires politiques. Mais ils ne s'aimaient pas. Ils ne se détestaient pas. Va s'en suivre plusieurs élections. 98. Le bélier va se casser sa gueule, il n'est pas élu. De l'autre côté, l'opposition ne prend pas le pouvoir, il y a des marrainiers. En 2001, je crois, il ne va pas gagner l'élection. En 2003, il ne va pas toujours gagner l'élection. Alors, il s'attarde, il ne prend pas le pouvoir, il est député, il a siégé sur plusieurs postes, mais jamais il n'a le pouvoir exécutif. Au décès du président Yadema, l'accord politique global de 2006, il devient... 2006, c'est les élections législatives qui ont eu lieu en 2007. Oui, bien sûr. 2006, alors parle-nous de l'accord politique global de 2006. Quel rôle il a joué dans la PJ? La signature. On a dormi dans les couloirs de tête de février pour couvrir cette affaire-là. Je crois que sa nomination au poste de président du bureau
directoire de ce dialogue n'était pas une nomination anodine. Ça répondait à plusieurs critères, vu la carrière de l'homme, vu sa représentativité, etc. Tout ça là. Mais je crois que sa présence au niveau de ce bureau-là a beaucoup influencé les choses. Parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un homme de compromis. Donc il a su trouver les mots qu'il fallait pour les deux parties et pour qu'on aboutisse à cet accord-là en août 2006. Le rôle, c'est ça. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis, il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. C'est vrai, il a influencé à certains niveaux. Mais c'est de lui qu'on parle aujourd'hui, donc oui. Les autres n'ont qu'à souffrir qu'on parle de lui. Voilà. Par moment, c'est vrai qu'il a su jouer sur certaines de ses relations, de l'autre camp comme d'ici, etc., pour pouvoir trouver des compromis. Et je crois que tout le mérite lui revient lors de par cet accord, tout à fait signé en 2006. Alors, le 16 septembre 2006, il est nommé Premier ministre. Ça va créer polémique au sein de ses amis de l'opposition. Alors, cette fonction de Premier ministre-là, qu'est-ce qu'Agbouibom va apporter vraiment au Togo? Ces détracteurs vous diront qu'il n'a rien apporté. Ces détracteurs vous le diront. Je l'ai également dit dans l'ouvrage. Ils vous diront qu'il n'a rien apporté. Mais de l'autre côté, au travers de tout ce qu'on peut dire, je crois que l'organisation des élections de 2007 a été un fait marquant. Élection apaisée, mais vraiment... de sa présence à la primature. Ça a été un fait très marquant, puisque pour une première fois, pour une fois, le Togo organise des élections apaisées, il n'y avait pas, etc. Donc, vous voyez, tout le mérite lui revient. Par rapport aux élections législatives de 2007, je crois que ça a été un fait marquant de sa présence à la primature. Il va quitter la primature. Oui. Je crois qu'un an plus tard, il va quitter la primature. Alors, il va quitter même son parti en temps. En 2008. En 2008. Et puis il revenir devant son parti. Et puis il revient. Oui. C'est quoi? C'est quel dogbervouisme? Ça, c'est du vrai dogbervouisme. C'est quel dogbervouisme? Vraiment du dogbervouisme. Pour prêter le mot de liste, un revenant, il revient à la tête du parti. Ça a créé des frictions, des gens ont parti. Qu'est-ce que ce parti-là, il laisse quel parti aujourd'hui? C'était quoi la pertinence de son retour? C'est quoi ce retour-là? Bon, vous savez, quand vous avez un certain âge, vous avez une autre vision des choses. Et par rapport à la génération qui vous suit, peut-être que certaines choses qu'ils font, ça ne correspond pas à vos idéologies. Peut-être ça a été le cas. Je dis peut-être. Mais il avait ses raisons à lui. Vous dites, oh mince, ils vont dans le mur, si je ne reprends pas le volant, ils vont se casser le nez. Il avait ses raisons à lui. Et c'est normal qu'il y ait eu ces frictions-là parce que vivre dans l'ombre de Maître Agbouibom, c'est pas chose facile. Parce que quand il est là, le parti, c'est pratiquement lui qui donne les lignes à suivre, etc. Mais physiquement, même quand il est là, c'est lui qui est là. En plus, il en impose, il en jette. Donc c'est normal qu'en 2016, quand il décide de revenir, qu'il y ait eu ces frictions et ces querelles-là, qui a abouti à Maître Agbouibom. Néanmoins, il y a certains qui sont restés et qui lui ont été fidèles jusqu'à la mort. Donc ça dépasse. C'est une affaire, moi je le prends sous l'angle d'une affaire de vision. Chacun avait ses visions. Pour certains, son retour pouvait redorer le blason, c'est-à-dire redonner une nouvelle image au parti, parce que son départ, parce que quand il s'est mis à l'écart, il était devenu président d'honneur, il ne se mêlait pratiquement pas de ce qui se faisait, quand bien même on sait comment ça se passe. Quand bien même on sait comment ça se passe, parce que dans l'ombre, il doit y avoir mais c'est une affaire d'homme. Quand vous n'êtes pas là, d'autres vont dire non, votre absence, etc., c'est pas bien, etc. D'autres disent non, que rester dans le monde. Il ne faut pas toujours écouter les gens, il faut faire pour lui, il était bon de revenir. Et c'est ce qu'il a fait. Pour certains, c'était pas normal. Ils ont pris leur et chaque homme pour ça affaiblit quand même le. Bah oui, ça a complètement le départ de l'autre. Mais c'est toujours cette affaire avec cette opposition togolaise et qui, bref, est dans le parti. Voilà. Je dis chaque homme politique a sa méthode. Et alors, on prête à Agbouibom une certaine méthode. On parle de monsieur la méthode. Voilà, méthode Agbouibom. C'est quoi cette méthode?
Je crois qu'on a dit tout à l'heure, la méthode à Gouébor, c'est juste le dialogue. Après, quelqu'un qui a gagné au village. Oui, le compromis. Et moi, je pense que cela n'engage que moi. Je pense qu'il fait partie des hommes politiques qui ont été mal compris. Tous, ils se disent mal compris. Rappelons que vous avez beaucoup travaillé avec lui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous travaillez avec lui avant la sortie il y a même en annexe toutes les discussions qu'on a eues. Toutes les discussions qu'on a eues. Il y a certains, pour raison de, vous savez, confidentialité. Voilà. Mais je crois qu'il en souffrait. Parce que pour avoir connu l'évolution de politique du Togo, pour avoir vécu certains faits du Togo, dans l'histoire politique du Togo jusqu'à un certain niveau, il pensait que toutes les méthodes ont été déjà essayées et ils n'ont pas marché. Elles n'ont pas marché partout. Donc, arrivé un moment, il fallait discuter, rassurer le camp en face. Qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers, par exemple. Mais on ne comprend pas toujours. C'est toujours, des fois c'est des armes qu'on lance soi-même qui nous reviennent. Hein. Des fois, à la base, si quelqu'un est parti collaborer un peu, on traite cette personne de tout et de rien, qu'elle est vendue. Après, on tombe dans les mêmes affres. On ne peut plus aller négocier. Quoi que ce soit, la seule alternative qui reste, on ne peut pas le faire parce que celui qui l'a fait avant, on l'a vilipendé. On ne peut plus faire ça. Quand on le fera, on va tomber. On fait une chose sans contraire. On n'a pas besoin d'être vilipendé, mais on tombe tout seul parce que les gens sont là. On a établi les règles. Qu'il était vendu, toi-même tu es parti faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suppose que vous lui avez demandé les raisons pour lesquelles le mouvement démocratique au Togo a du mal à accoucher d'une alternance politique. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Comment est-ce qu'il comprend ça? Qu'est-ce qu'il pense de la question? Bon, oui, effectivement, je crois qu'on en a parlé. Mais pour lui, je crois que c'est plus ou moins lié à l'honnêteté des acteurs. Ça, il n'a pas de temps. À l'honnêteté des acteurs qui sont en jeu. Parce que, il est bien vrai, vous retrouvez dans un groupe donné, vous dites quelque chose, vous dites des trucs, etc. Et quand il faut passer à l'action, d'autres estiment que non, le moment n'est pas opportun, etc. Donc je crois que l'aspect le plus marquant ou ce qui l'a touché plus, c'est l'honnêteté des acteurs. Donc ce qui prend pour de la trahison, de ses pères. L'idéologie, on dit de lui qu'il était libéral. Il était libéral d'idéologie. C'est vrai. Oui, je crois que c'est ça. Puisque par rapport à ce qu'on a dit, s'il n'était pas libéral, je crois qu'il ne va pas rechercher les compromis, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Donc cela va de soi. Voilà. Alors, moi, je voulais demander aussi, est-ce qu'il a toujours gardé ce rêve d'accéder un jour à la magistrature suprême du Togo? Toujours, souvent, s'il revient à la tête, s'il fait revenant au cas, tout homme politique aspire, il caresse toujours le rêve de devenir président. Il était toujours dans l'avion. Quand on allait négocier à Conakry, il était dans l'avion. Quand il était là. Si ce rêve-là, il ne les avait pas. Il se serait reposé chez lui. Puis on avait dit comme ça, il aurait été en vacances. Ça va pas chercher encore à aller à ces élections-là. Bonjour. Moi-même, je vais être président, ça fait pas. Et le tout rassemblé, je rappelle que votre document parle de 1943 à 2009. Et que tout ce dont on a parlé qui concerne après 2009 n'est pas inclus dans votre document. Alors, parlons des anecdotes liées au personnage. On dit qu'il est très mystique. Beaucoup de mythes quand même. Oui, pour un monsieur du village qui utilise beaucoup sur la ligne. Un temps disparu avec un siège. Un siège, le fauteuil présidentiel, il faut bien parler. Non, sérieux? Il a ça circulé, le bout là circulé. Il était allé à la présidence. Et qu'il s'est assis, c'est pour ça qu'il portait que des babouches. Dès qu'il enlève ses pieds, des babouches, il disparaît. Novio, est-ce que vous avez pu voyager un peu avec lui? J'ai lu votre document. J'ai lu dans votre document que vous avez eu cette discussion avec lui
qu'est-ce qu'il a dit clairement? Ah, il ne va pas vous dire oui, il ne va pas vous dire non. Bon, c'est vrai qu'il n'a jamais dit oui, non, mais... J'aurais été lui, je ferais pareil. Effectivement, il n'a jamais dit oui, il n'a jamais dit non. Ah ben voilà, on est je crois que dire qu'il a disparu avec le siège. Bon, il a sa version à lui en fait. C'est quoi? Je crois que c'est à la page 144 je crois. Et il dit quoi? Et je lui ai posé la question. Il dit effectivement qu'un jour, le feu a du mal à convoquer. Attendez, c'est ce qu'il dit, non? Oui. Je vais lire ce qu'il dit. Vous l'avez posé la question de savoir. On vous prête des pouvoirs occultes. Qu'en dites-vous? Je cite la réponse de Feu Maître Agboibo. C'est une histoire qui a commencé avec mon entrée en politique. 8 jours avant le démarrage de la conférence nationale, le feu président Yadema m'a appelé. C'était en présence de 2 de ses ministres. Il me dit qu'il a constaté la disparition de l'un de ses fauteuils. Et me demanda ce que j'en savais. Voilà, il s'est comme ça. Non, je lui ai répondu que je n'en savais rien. Il me dit qu'il sait que son fauteuil se trouve à Kouvé. Et qu'en plus, il a un témoin. Non, c'est Agboibo qui parle. Hein. Il fait ouvrir la porte. Et c'est un de mes cousins, du nom de Ayassou Justin, qui était employé à la BIAO, qui fit son entrée. Ce dernier confirma effectivement qu'il a vu le fauteuil à Kouvé. On a discuté, j'ai pas voulu trop insister. Mais le président me mit en garde. Au cas où quelque chose arriverait à mon cousin en ces termes. Donc c'est le feu président qui le met en garde comme ça. Attention, ce que tu fais là, s'il lui arrive quelque chose, tu en seras responsable. Je demandais s'il lui arrive quoi. Il répondit, on a l'impression que tu as une force mystique qui peut te permettre de faire tout ce que tu veux. Coïncidence ou pas coïncidence, une semaine après, parce que la conférence venait de s'ouvrir le jour même, le cousin en question meurt. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui envoie un message. Une belle coïncidence, hein? Je ne sais pas si c'est vrai qu'il demande la raison pour laquelle il se serait retrouvé en prison. Oui, il était en prison, bien sûr. Il a fait une était en prison. Mais c'est après 2009. Hein? Il y a, c'est pas, il y a quelques malentendus entre lui et Agbomé. Une affaire de diffamation et il va se retrouver en prison. Agbomé était ministre de la République ou bien président de l'Assemblée? Premier ministre. Voilà, donc après il va sortir de prison. Mais il va garder le séquelles de sa présence en prison sur son corps. Bon, ça m'a dit. Même le 30 mai, quand le décès j'ai annoncé, je crois que ces images ont circulé sur les réseaux sociaux. Il les a sortis de prison. Je l'avais aussi un peu évoqué en début de mission. Enfin, quand vous étiez là, j'avais... Donc il y a d'autres anecdotes. Il y a plein d'anecdotes. Donc finalement, moi ce passage que j'ai lu, moi-même j'ai la chair de poule. Zélika. Non, vous savez, je crois que cette histoire-là est liée un peu aussi à la famille. Un peu plus haut, je crois, sur la même page. Le nom Agboibo. Le nom Agboibo, voilà. Alors, le nom Agboibo a une histoire, signification, sens. Disons plutôt une signification. Le grand-père a traversé beaucoup d'épreuves. Chaque fois, on croyait l'assommer. Mais il dit, vous vous trompez. Le bélier noir ne succombe pas facilement comme le bélier blanc. Il faisait référence au sacrifice il faisait référence au fait qu'on ne sacrifie pas si facilement le bélier noir. C'est l'origine du nom Agboibo qui véhicule des idées de résistance, de courage, de persévérance, de combativité, etc. etc. Vous voyez, il y avait déjà cette idée. Oui. Et puis ce qu'on n'avait pas dit au départ, Agboibo est issu d'une famille royale. Vous voyez, son grand-père était le premier chef canton de Kouvé en 1886. Et ce sont les Allemands qui l'ont intronisé. Vous voyez, donc, vous savez, les familles royales en Afrique, elles ont vu quelque chose. Il y a toujours cette histoire de mystère. Donc, je crois que c'est l'idée qui a circulé jusqu'à... Et ce cousin qui meurt bizarrement là, voilà. Le fameux Elovi Machimatimo Kunachiko. C'est quoi? Cette fameuse phrase-là, on dit qu'il a prononcée à la conférence nationale souveraine. C'était pour dire quoi? C'était pour mettre un peu du sel dans l'idéologie, l'idée qui dit qu'il est, nous sommes en Afrique. D'accord, nous sommes en Afrique. Et chaque ethnie ou chaque peuple a des croyances. Et certaines choses, on le dit à travers des adages.
Se voyez. Et quand on dit élevé mathématique, non, ça dit que en termes plus clairs, plus simples, peut-être il y a eu des cas, en 91 je crois, il a eu à passer par des étapes plus ou moins difficiles. Je crois que c'est dans la lignée de cette histoire-là. C'est tout simplement dire qu'on peut tout faire, mais il n'est pas encore l'âge de mourir, quoi. C'est quand même pas sûr. Voilà. Donc vous pouvez c'est-à-dire qu'il est déterminé plus que jamais à mener la lutte. C'est clair, c'est clair. Il y a des anecdotes aussi qui disent que Agboibo n'allait jamais chez Feu Yadema en chaussée. Il allait pieds nus, on ne sait pas. Et il s'apprêtait à toute éventualité si jamais on voulait l'arrêter. Il disparaît. Il s'adosse à un mur. Il disparaît. On ne peut pas rendre visite à une personnalité. Et qui ne se plaignait pas non plus. Vous savez, même si chacun d'entre nous peut avoir des anecdotes par rapport à certaines situations, et puis c'est des trucs des fois qui sont montés, peut-être pas de la famille, pour mettre un certain mythe autour de la personne. J'ai dit tout à l'heure qu'il est issu d'une famille royale, la tribu des Madi. Et Madi, c'est Agboibo et Ayassou. Entre-temps, il y a eu un conflit par rapport à la succession au trône. Et vous savez ce que ça peut engendrer comme conséquence. Un camp pour pouvoir nuire à l'autre, inventer des histoires sur l'autre, tout ça. Alors moi, j'ai plus constaté que ces anecdotes-là, ces histoires inventées, collées à lui, faisaient plus sa notoriété. Sa notoriété, c'est clair. On le voyait. C'est la façon qu'il ne peut pas infirmer. Il peut pas infirmer. Celui qui est capable de libérer. Voilà, on ne peut pas infirmer. Comme ça qu'on ne pourrait pas infirmer. C'est peut-être aussi lui, le camp, son camp. C'est peut-être une stratégie politique aussi. Alors, on ne peut pas parler de Agboibo sans parler du château Vial. Vous avez dit qu'il a hérité du château, du cabinet de Maître Raymond Vial. Après, quand même, ce château a été construit par cet avocat-là. C'était sa résidence. Oui. Et donc, après, Agboibo hérite du château. Je ne veux pas dire hérité, parce que lui-même, j'ai eu à aborder cet aspect aussi avec lui. Ce qu'il dit, c'est ceci. En fait, le château appartenait effectivement à Maître Raymond Vial. Et dans leur contrat de collaboration, j'en ai parlé tout à l'heure, il était dit que c'était en 1915 cette histoire. Maître Raymond Vial préparait plus ou moins son départ du Togo. Et il avait des trucs à léguer à Agboibo. Et parmi ces trucs à léguer, il y avait le château. Mais je crois qu'il y a eu l'information qui a circulé, qui est arrivée au sommet de l'État. Et le président d'alors était intéressé aussi par le château. Il a convoqué Maître Raymond Vial pour en savoir plus. C'est là où Maître Vial lui disait qu'effectivement qu'il a un château, mais en partant, il va le léguer à Agboibo. Jamais. Donc dans la foulée, et Adema a envoyé son ministre des Finances d'alors à faire une évaluation du château. C'est écrit noir sur blanc, je n'invente rien. Et l'évaluation faite, on lui rapporte que le château coûtait 14 millions. Et à l'époque. Et c'est ce que, selon ce que Maître Agboibo nous a dit, c'est ce que le feu général Yadma a payé à Raymond Vial. Donc, vous voyez que dans cette histoire-là, en aucun moment... Finalement, Agboibo a été propriétaire du château. Voilà, c'était dit, mais il n'est jamais rentré en processus. Et le château a été récupéré de façon légale. Acheté, voilà. C'est clair. C'est clair. Et on dit, sur la route du château, il y a une villa. Que c'est quand le président a pris le château qu'on lui a construit cette villa. Et cette villa appartenait vraiment à Agboibo, bien vous ne savez pas, vous ne l'avez pas demandé. Il y a une villa pas loin du château. Il y a une villa pas loin que quand on a récupéré ça, on lui a donné la villa. Ou bien, donc vous n'êtes pas bon. Vous savez, dans l'histoire, il y a des non-dits également. Allez, moi, ce que je retiendrai de Maître Agboibo, c'est on rigolait. Et puis, c'est avec lui que j'ai mangé ma première gazelle. Première viande de gazelle, c'était trop bon. À la primature. Oh, mais c'était bien. Avec du foufou. On était invité à déjeuner. Et foufou, sauce gazelle et tout ça. Gazelle ou biche? Biche. Bon, c'est les mêmes vies. Aïe. Et puis on s'est foufou et les gens ont commencé, ils ont servi à table et puis avec couvert, cuillère, fourchette. Les gens voulaient se fatiguer avec cuillère. J'ai dit, pardon, il faut avoir de l'eau pour me laver les mains.
Après, on apporte de l'eau, tout le monde se jette sur le pouce. Ah, vous voulez vous laver les mains aussi? Ouais, c'est souvenir. Ouais, souvenir. Alors, le 30 mai passé, il va nous quitter à Paris. Du sud maladie, je crois bien. Il était malade. Et voilà, on attend des hommages. J'espère qu'il n'est pas encore, il n'y a pas encore de film. Le programme, est-ce que vous savez, vous avez idée? Non, j'en sais pas grand-chose. Je sais comme tout le monde qu'il est décédé. Et personne n'a, mais pour le moment... Qui n'est pas encore venu. Voilà, rassemblé Yaoui Agbouibo. J'espère, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? De l'homme, je crois que j'ai tout dit. Pour me résumer, je crois on peut le résumer en 3 dimensions. Il est avocat, il est militant des droits de l'homme, il est un politique. Et à chacun de ces niveaux, il a donné le meilleur. Il a marqué sa profession, il a marqué le combat pour l'accession à la démocratie, il a marqué la lutte pour la protection des droits de l'homme. Il a marqué chaque niveau. Le barreau, il a marqué. CNDA, il a marqué. Politique, il a marqué. Je crois qu'aujourd'hui, il mérite les hommages de toute la nation. C'est clair. Et puis sur le plan international, c'est quelqu'un qui a également fait parler de lui. Donc je crois qu'au nom de tout ça là, il mérite les hommages. Allez, dédicacez-nous le document. Pendant qu'il est en train de dédicacer. Je voulais juste ajuster, on venait de dire qu'il a été... C'est Dieu qui va t'en vouloir, il a 10 minutes. Il a été en prison, ayant eu un malentendu avec son cousin Agbouibo. Mais aujourd'hui, quand Agbouibo a eu des soucis et qu'il a été aussi arrêté, Agbouibo a protesté contre... Ouais, donc c'est quelqu'un qui, voilà, selon ce que l'on dit, voilà, qui ne garde pas rancune, qui essaie de pardonner, d'avancer, de discuter. Si maintenant on nous montre l'image d'une statue. Ah ouais, statue de... Voilà. Il s'agit de quoi? Je l'ai gardée secrète. Allez, il fallait qu'il y ait une image secrète. C'est pas lié à Agbouibo, c'est par rapport à la France. Filmer la statue alors. C'est pas lié au sujet? L'image, non, c'est pas lié au sujet. Okay. Voilà, cette statue-là, c'est l'église Saint-Michel à Cotonou. Ça ne vous dit rien? Vous voyez le noir en bas avec un blanc qui le terrasse. Oui, c'est l'ange qui terrasse le diable. Le diable. L'ange est blanc, le diable est noir. Voilà. Ça suscite l'idée que les gens donnent sur ces statues qu'on doit déboulonner. Ben c'est clair. Ça, là, même, on doit déboulonner. On n'a pas le temps de discuter de ça, mais vous savez qu'il y a ce débat entre l'histoire et mémoire. C'est clair. Oh, ça, c'est des statues. C'est très long à discuter. Certaines personnes demandent où est-ce qu'ils peuvent avoir le document. Le document, actuellement, je crois que c'est... Nous l'avons déposé à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de l'Université. Et il était prévu qu'on puisse le rendre disponible sous forme d'ouvrage. Le projet était en cours même avec Maître Yaoui Agbouibo. En février dernier, avant son départ, on avait discuté. Et il m'avait promis qu'à son retour, on devait finaliser les trucs. Et voilà. Mais je crois que ce sera fait pour son honneur. Obligatoirement, il faut toucher des maisons d'édition et tout ça. Pour le moment, l'ouvrage est disponible dans les bibliothèques. Vous le trouverez à la bibliothèque nationale, à la bibliothèque universitaire. Ou ceux qui le veulent bien, ils peuvent nous contacter. 91 66 12 74. 91 66 12 74. 91 66 12 74. Et donc, quand on dit un document scientifique, c'est que ce ne sont pas que ce que Maître Yaoui Agbouibo vous a raconté. Vous avez recoupé, vous avez eu les avis d'autres personnes. C'est pas comme si c'était l'apologie, quelqu'un qui a voulu se vendre, quoi. C'est-à-dire que c'est recherché. Ça a été un travail de terrain pendant des mois, avec des gens qui avaient une bonne vision de lui, d'autres qui avaient le contraire. Vous avez pu toucher à Edem Kodjo par exemple? Non. Non, pour raison de disponibilité, non, mais j'ai touché d'autres qui étaient de l'autre bord, etc. On a discuté. Super. Et c'est un document qui est passé devant un jury qui a validé. C'était quelle note? 16 sur 20. Purée!
On va boire tout de suite en votre C'est vous qui payez. C'est vous qui payez. Puisqu'il y a le 20, bah oui. 16 sur 20, donc 16 sur 20, on prend 20. Nous on prend le 16, toi tu prends le 20. Allez, 91, 66, 12, 74, monsieur Ahmed Jima, ou l'économie Kofi, qui a soutenu dans ce document, homme d'avocat. Histoire d'un avocat, d'un militant des droits de l'homme et d'un politique, Maître Yovi Agboibo, donc de 1943 à 2009. Il a soutenu en 2010 le document très riche, avec plein d'anecdotes. Moi, j'ai aimé quand même les discussions à la fin encore, les discussions comme cela, super. Les annexes. Merci d'être passé. Hein. Merci vraiment pour la disponibilité. Très belle journée à vous. Et on va finir. Déo va vous dessiner tout de suite. Vous allez voir. Il va dessiner, il va dessiner, il va vous dessiner. C'est ça, non, Déo? Amène-toi. C'est la famille. Bah, je vais encore saper aujourd'hui. Déo. L'orchestre Happy Brothers à la tête Corona Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Bravo Thomas. Alors quelqu'un qui nous précise effectivement que voilà, Agboibo, c'est le premier à faire rentrer l'opposition à l'hémicycle au Togo. Donc, le premier parti d'opposition à être représenté à l'Assemblée nationale au Togo. Donc c'est pas notre camarade. C'est pas le camarade de l'enfant. C'est pas le camarade de l'enfant. J'adore la coiffure du monsieur. Ah, c'est ce que tu veux faire, mais toi en même temps. Super, merci pour la contribution, grand frère. Et donc. C'est mon grand frère. Grand frère. Il faut vous montrer, il faut que mon grand frère me regarde. Le grand frère. Il faut montrer là. Mais il ne faut même pas le regarder. Tu n'auras plus ton plat de spaghetti. Il ne faut même pas le regarder. Grand frère, je suis fidèle au poste. Les gens vont regarder un autre. Tout est ici là. Oh. Vous fatiguez le monsieur. Voilà, donc on va continuer. Hier, on s'était arrêté à ce schéma-là. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on va s'arrêter quand on parle aussi. Faites vite. Donc, hier, je disais qu'il fallait commencer avec un croquis qui va essayer de ressortir les garçons et les femmes, voilà, de mettre la différence à travers ces deux figures-là. Donc, ça qui est juste l'opposé de ça là. Ça là qui représente le garçon avec les épaules plus larges et ça là. Et on prend l'homme et on renverse. Et donc, pour continuer, la suite, c'est mettre un cercle là, un petit cercle au niveau des épaules, voilà, qui va vous servir, qui va vous aider pour le dessin du bras. Sans ce cercle-là, vous aurez du mal à dessiner le bras. Donc, ces petits cercles-là, qui sont là. Mais on va encore faire quelque chose. Donc, je vais repasser sur le contour de la tête. Je descends le cou. Donc, je suis les épaules. Et là aussi, c'est la même chose. La femme. Donc, le cou. Donc, les épaules. Donc, les enfants de même. Voilà. C'est rapide, hein? C'est d'être rapide aussi. Donc, voilà. Maintenant, il faut habiller les personnages. Parce que vous pouvez déjà habiller les personnages. Si c'est qu'on avait du temps, on peut déjà décider. Faut commencer. Donc, là, vous
dessiner d'abord le type de col. C'est votre camisole là. Donc vous dessinez le type de col que vous voulez. Donc pour la femme, on peut faire ça. Il m'a vu, il a des mains pour moi. En tout cas, c'est pour ça que tu es le père et je la mère. C'est pareil pour l'honneur aussi. Donc, le petit garçon, il est là. Ça non, c'est Gracia. Donc, on peut faire un col rond. Voilà, et la famille au complet. On peut faire un col là. Non, là-bas c'est fille. Hein. Daniel, c'est fille. Donc, ainsi de suite. Non, ça c'est ici. Ici c'est la fille. C'est ce que je dis. Ici c'est pas le grave. garçon. Parfois on me confond. Donc voilà. Maintenant, on va passer au visage. Vous faites les répartitions comme il le faut pour pouvoir placer chaque élément sur le visage. Donc vous allez faire cette répartition là sur tous les visages et ça vous aide à placer les éléments. Donc là. Super. Faites la répartition, placez les images. Parce qu'aujourd'hui, hier, on vous avait promis d'envoyer vos photos de la famille, des familles que vous avez dessinées, mais vous n'avez pas fait. Envoyez. Samedi prochain, on va les passer. Samedi prochain, Ndé va passer en première heure, non? Non, ça veut dire avant le générique. Avant le générique, Ndé va faire Bléco Déco. Il va dessiner ici. Ou bien Ndéo. Merci. Alors, c'est quoi le programme du dimanche chez vous? Aujourd'hui, tout de suite là, je vais dormir. À 10h du matin. Non, ça dépend. En fait, c'est un voyage qu'il fait, non? Dans le Bénin profond. Non. Donc, il se réveille à 3h pour venir. Je me suis plus rentré au Bénin profond, ça fait des mois. Ah bon? Et pourtant. Allez. Merci d'avoir été là. Et quelqu'un nous demande de préciser, effectivement, c'est pas faux, pour finir la carrière internationale de Maître Hervé Agbouibo, qu'il exerça pleine fonction aussi à l'international. À l'ONU, il a siégé en tant que représentant du Togo à la Commission des droits de l'homme, à Genève, en 1987. Il a été nommé aussi par le pape Jean-Paul II comme représentant du Conseil pontifical Justice et Paix de 90 à 94. Bon, une façon qui peut constituer peut-être une légitimation morale de son action et voilà quoi, de sa personne également. Mais merci. Merci pour tous ces apports. Merci d'avoir été avec nous. Merci de vous être cultivé avec nous ce matin parce que vraiment on a appris plein de choses. Ah, oui. Elle a appris par exemple que Sorabi Agbouibo, elle n'en savait rien. Je ne connaissais même pas l'homme, je ne connaissais même pas son histoire et tout. Bon, j'espère que vous êtes pas quand même. Beaucoup de personnes d'ailleurs. Parce qu'on n'étudie pas l'histoire du Togo à l'école, l'histoire des personnages politiques. Justement. Heureusement qu'il y a des documents, les Togolais ne sont pas très fans des mémoires. Écrire les mémoires de soi pour qu'on connaisse son histoire. On ne fait pas beaucoup ça. Bon, moi, il y a des gens qui le font. Ils lisons, et puis voilà, ça c'est un super bon document. C'est scientifique, il n'y a pas de parti pris, tu vois, c'est top. Bibliothèque universitaire et Bibliothèque nationale pour les retrouver, pour vous documenter, pour lire. Merci d'avoir été avec nous depuis 8 heures. Rediffusion d'une émission mardi nuit. Mardi, après le journal de la nuit, on vous retrouve pour un direct samedi prochain à partir de 8h avec Brico Déco, avec Déo. Voilà, et puis voilà. Passez une très belle semaine. Brico Déo, avec Brico Déo. Passez une très belle semaine, passez un très bon dimanche. Et puis, hasta la vista. Et puis quelqu'un précisait Agbouibo sur la ville, c'est le vrai, hein, parce que c'est pas le frélaté. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est le vrai sur la ville de Déha. C'est clair. C'est un bon dossier. Lui-même dit, j'ai un bon dossier pour toi, tu parles avec. Très bon dimanche, au revoir. Et il y a mon petit déjeuner qui vient d'arriver. Coupez vite, je vais manger. Coupez là-haut. Le livreur est là. Coupez là. On va finir. Coupez. Descendez pas. Le numéro. Iya patanese enya kijaniade enya jode fuye yentimya no clever togo tukwa patanese enya kijaniade enya jode fuye yentimya no clever sina na bibi on est tenté kaya me faire des cas sans en étonner. On est tenté, et si qui vivent, on est tenté. On est tenté, coronavirus à l'ewata. Moudesi wa mena logata. Iya patanese,
enya kikani yade enya yote fuye yentimya no clever toko jukwa batane se enya kikani yade enya yote fuye yentimya no clever enya kikani ya munitani de kayo munitani de kayo radio kutije wo munitani de kayo munitani de kayo eda clever ya obe koro na viri